Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous parler du film Yojimbo, sorti en 1961 de Akira Kurosawa. En seconde partie d'émission, nous allons faire un petit tour à la fête foraine en traitant du film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, sorti en salle le 19 janvier dernier, avec à l'affiche Bradley Cooper et Cate Blanchett. Puis on terminera cette rubrique actu en allant faire un tour du côté de chez Netflix et de sa grosse sortie de ce début d'année, Mother, Android, disponible sur la plateforme depuis le 7 janvier. Et bien évidemment, à la fin de cet épisode, toute l'équipe de la nuit américaine vous partagera leur coup de cœur. Avant de vous présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, je pose la question à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse, c'est-à-dire Yojimbo, au travers de l'archétype du héros solitaire et rigole à la morale trouble, convoque-t-il l'héritage du film noir américain tout en annonçant le western italien? Alors je sais pas qui a fait cette question, moi j'ai peut-être ma petite idée, mais déjà je la comprends pas, mais on va la décortiquer un petit peu. Et donc pour tenter d'apporter une réponse donc à cette fameuse question dont je ne comprends pas le sens, je suis accompagné. Non, mais ça me surprend parce que Yojimbo c'est quand même ton film préféré, c'est toi qui nous l'as conseillé. Donc tu dois quand même savoir où on va. Ouais, bon, on dira ça plus tard. Je suis accompagné donc du coup d'Éléonore, de Mathieu et de Loris. Bonjour. Bonjour Mike. Bonjour Mike. Et de Julien qui nous rejoindra pour la rubrique actu tout à l'heure. Il est en route. Il arrive. D'accord. Ok. Bon, alors qui veut commencer? Toi. Moi. Ah oui, toi. Ouais. Ok. Moi, alors pour les auditeurs, Yojimbo, film. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais non, mais je sais pas, moi je t'écoute. C'est comme pendant l'interview, alors on vous raconte tout. On a fait une interview dans une radio locale ici à Strasbourg, et pendant l'interview, il y a toujours Mathieu qui s'éloigne du micro pour essayer de me dire des choses. Et au loin, on entendit les Spotify. Donc c'est ce qu'il a essayé de me dire tout à l'heure. En fait, je suis le mime Marceau. J'étais plus dans la pantomime, tu vois, je faisais des grimaces, et puis Mike pensait que je disais quelque chose. Donc pour les auditeurs, Yojimbo, film noir et blanc japonais de 1961, un film de samouraï. Oui. Voilà. Ah oui. Alors je peux faire un petit pitch. Oui, vas-y. Essayez en tout cas, vu que voilà. C'est un samouraï solitaire qui arrive dans un village où il y a deux clans. Le clan du distilleur de saké, il me semble, et du marchand de soie ou du négociant en soie, c'est ça, ou je ne sais pas exactement. Ils sont en guerre ouverte dans ce village. Alors, dans quel but je j'ai pas saisi le but de cette querelle, et donc du coup chaque groupe essaye d'appâter le samouraï qui est un samouraï très très fort, très charismatique et qui sait se battre, un allié de poids. Un allié de poids, on va dire ça comme ça. Et chaque clan essaye de le récupérer. Et lui au milieu, en fait, il profite un peu du système pour aller à droite, à gauche, chez l'un, chez l'autre, et puis tirer parti de cette situation. Des mercenaires, ouais. Et puis les tuer de l'intérieur aussi. Et de les tuer de l'intérieur, mais dans un premier temps, en tout cas, voilà, tirer profit et tirer parti de cette situation. Voilà quoi. Donc ça c'est le pitch. Moi je l'ai vu donc version originale sous-titrée en français, voilà. T'as aimé? Non, alors c'est pas que j'ai aimé ou pas aimé, c'est que j'ai aimé. Enfin, l'histoire est sympa, il y a pas de souci là-dessus. Mais moi je me disais pour un spectateur lambda ou qui a une culture cinématographique comme la mienne,
quelle est la porte d'entrée pour apprécier ce genre de film? Voilà, ça c'est la question c'est la question que j'aurais pu poser à travers ce podcast-là, plutôt que celle que vous avez posée. Mais en tout cas, voilà, moi je me suis dit, ok, ce film est chouette, j'ai compris les tenants et les aboutissants du truc, mais pour apprécier ce genre de film, je ne sais pas. C'est vrai, mais comme on le disait avant, en fait, les meilleures portes d'entrée, c'est les films qui ont découlé de ce film-là. Parce que moi non plus, Kurosawa, je connais de nom. C'est le premier Kurosawa que je vois, en fait. Et du coup, ce film-là, on en parle longtemps comme ayant créé le samouraï, le ronin un peu bourru, un peu solitaire dans la culture populaire. C'est lui, même s'il y a eu d'autres films avant, je crois. Il y a eu enfin bref, Kurosawa a fait d'autres films de ce genre-là. Il y a Sanjuro aussi. Ouais, il y a Sanjuro qui vient après, mais en fait c'est véritablement Rashomon en 1950 qui va commencer à l'installer, tu vois, à l'international. Il était pas niche Rashomon. Il était pas plus. Il a marché. Il a marché autant que ça. Alors il a pas eu un énorme succès public, mais énorme succès en fait, énorme influence en fait pour les autres cinéastes, donc par la construction, tu vois, déjà de son récit, c'est devenu même un genre en fait, une figure en fait dans le cinéma, l'effet Rashomon. Mais c'est par la suite en fait avec les 7 samouraïs où il va avoir un immense succès à l'international, mais le plus gros succès au Japon qu'il ait eu, c'est celui-là. C'est ce film-là, c'est Yojimbo. Et du coup, comme on va en discuter après, mais comme beaucoup de western spaghetti ont découlé de ce film-là. Et puis de western de manière générale, et un film par exemple comme Django de Tarantino, c'est énormément inspiré donc des westerns spaghetti, donc de ce film-là. Donc je dirais par exemple, si tu veux commencer, commence par un Django, imaginons, tu remontes doucement la pente vers les westerns spaghetti et tu comprends beaucoup plus de choses en regardant ce film. Tu parles de ce qui a inspiré les westerns italiens, c'est la mise en scène de ce film-là. Enfin, je veux dire, la film dans la dualité, enfin, je veux dire, ils sortent tous, ils se mettent en ligne les uns en face des autres. Et puis il y a le vent tout le temps, il y a du vent, il y a tout le temps, il y a quelque chose de. Alors, si je peux me permettre, le western, en fait, le western américain, qui est la source même, c'est une quête de territoire. Ça a toujours été ça, le western américain, les John Ford et compagnie. Kurosawa est aussi inspiré, tu vois, au niveau de la mise en scène par John Ford, mais il n'a pas la possibilité, tu vois, d'exploiter les paysages à ce point-là dans un film comme Yojimbo, qui reste circonscrit, tu vois, à un patelin. Le cinéma italien, lui, s'affranchit complètement de cette quête, tu vois, d'appropriation des territoires. C'est pas sa volonté. Sa volonté à lui, au cinéma italien, c'est de décrire et de dépeindre des personnages fourbes, solitaires, tu vois, des personnages, tu vois, bourrus. On va basculer dans autre chose. C'est pas le personnage chevalier, tu vois, à la John Wayne. C'est autre chose qu'on va nous proposer par la suite avec Clint Eastwood. Et l'influence, elle vient de là. Elle vient Yojimbo, quand on parle de personnages charismatiques, l'archétype malin, l'archétype, tu vois, du personnage, tu vois, de ce anti-héros, de son non-héros. Ça vient de là, tu vois. Clint Eastwood, il vient de. C'est vrai que quand tu réfléchis les westerns avec Clint Eastwood, je veux dire, il y a le personnage principal est toujours plus malin que les autres. Dans Yojimbo, c'est aussi exactement ça. Les mecs autour de lui, lui a toujours un temps d'avance parce que justement, et par exemple là, il se joue des clans, des luttes intestines de chaque clan, etc. Et comment il va un peu les détruire de l'intérieur, tout en récoltant aussi des fruits pour lui qui sont. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, il y a Clint Eastwood qui avait vu le film à sa sortie avec un de ses amis. Je sais pas si vous avez. Non. Et en fait, il a expliqué que donc il avait vu ce film et puis en sortant de la séance, il avait dit à son pote, ça ferait un beau western quand même, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Ah oui, mais c'est clair. Bah ouais, vraiment. Et le personnage de Yojimbo, comment en fait. Dans le film, quand il débute, tu parlais que c'est un ronin, donc faut expliquer, c'est un samouraï qui n'a plus de maître, qui s'est affranchi en fait de son maître. Et le film débute, on voit bien que c'est une errance. Il choisit au hasard sa destinée, son chemin, jeter le bâton, en jetant le bâton. Donc c'est le hasard qui choisit en fait son chemin et son destin. Et c'est là où, déjà des personnages comme ça dans le western, tu n'en avais pas véritablement. Parce que le western américain, il a cette attache de la terre et cette attache de la famille. Ouais. Oui, alors que le western italien, alors que là, il a aucune attache. Ah ouais, le western italien est complètement nihiliste. Ils s'en foutent. Voilà, c'est le personnage qui gère sa vie, qui mène sa vie, il s'affranchit de tout. Et c'est véritablement, comme dit Lolo, la porte d'entrée. Si tu veux revenir en arrière, c'est commencer par le western italien et aller jusqu'à Akira Kurosawa et les films de Shambara.
Il y a Chambara. Mais après, il a pas fait que des films de sabre. Moi, je me souviens que ma Les mère. polars. Ouais, mais ma mère, je crois que j'avais vu un film, c'est dans les années 90, Rêve, de Ah oui. Kurosawa. Je dois avoir une dizaine d'années, et je me souviens qu'il m'avait vachement marqué. Je me souviens parce que, en fait, le film raconte des rêves et des cauchemars. Et je me souviens d'un cauchemar dans lequel il y avait un des personnages qui était au fond d'un tunnel, et ça m'avait fait hyper flipper à l'époque. Et j'ai cette image qui m'est revenue. C'est Spielberg qui produit le film. Ah, ok. Et Spielberg, comme avant avec Agemusha, où c'était Coppola et Lucas qui ont produit le film de Kurosawa, ces mecs-là ont payé leurs dettes à Kurosawa. Dans Rêve, t'as Martin Scorsese qui joue le rôle de Van Gogh. Oui, exact. Tu vois Il a accepté le rôle parce que c'était Kurosawa. Parce que c'est Kurosawa. Tous ces mecs-là, en fait, les grands mets du cinéma, tu as du Nouvel Hollywood. C'est un dieu, quoi. Ils viennent de là. Lucas, il a toujours dit, moi un jour j'ai vu La Forteresse cachée de Kurosawa. Après avoir vu ça, je voulais faire Star Wars. Tu vois, enfin, l'influence qu'a eu ce mec-là. En France, on s'en rend pas tellement compte parce que maintenant, on en parle quand même depuis des années. C'est un cinéaste majeur, mais on voyait surtout Kurosawa comme un type qui réalisait des films historiques. Ailleurs, dans le reste du monde, que ce soit Fellini, Bergman ou aux États-Unis, là j'ai cité les Coppola, tu vois les Spielberg, ils se sont dit mais ce mec-là est un maître pour nous. Toute sa mise en scène, il y a juste Sergio Leone, on en parlera peut-être plus tard, qui lui était un peu plus de mauvaise foi, mais c'est véritablement un même maître. Miyazaki aussi. Ah ben oui, j'imagine. Ouais. C'était quoi? C'est Les 7 Samouraïs, je crois, son film préféré, et Vivre, que j'ai pas vu, mais Non, qui a j'ai l'air pas vu très non bien. plus. Ouais, Et vous me corrigerez peut-être, mais j'ai lu que en fait Kurosawa était pas fan des Chambara, des Jidaigeki, des films de sabre. C'était pas sa passion. C'est pour ça qu'il avait une sorte de deal avec, je sais pas si c'était Toho déjà. Ouais, c'est avec la Toho. Ouais. En gros, on te laisse faire un film que tu veux. Par contre, en échange, tu nous fais un film qui est pour le public, du coup, qui eux étaient friands de films de sabre. Et c'est comme ça qu'il a fait ces films un peu d'auteur que le public n'allait pas voir, quoi. Et qui sont des films assez sombres, qui généralement sont des drames avec teintés de polar, et qui sont aussi inspirés aussi souvent dans ces récits un peu de récits shakespeariens. Et ça innerve tout son cinéma, que ce soit des films plus intimistes, plus autorisants, ou des films à grand spectacle épiques. Parce que Yojimbo, malgré tout, alors pas à la hauteur d'un Kagemusha ou bien des 7 Samouraïs, c'est des films qui ont cartonné parce que ce sont des films populaires au Japon quand ils sont sortis. D'ailleurs, on dit 7 samouraïs, mais 7 mercenaires, c'est aussi Ouais, copier-coller, hein. Ouais, C'est ça, hein. C'est John Sturges qui fait ça en... Non, je sais plus, 7 Samouraïs, ça sort en 54. John Sturges, je crois qu'il fait le film au début des années 60. Et si vous avez pas vu, c'est un super film aussi. Hein. La version américaine, elle est vraiment chouette avec Yul Brynner et puis Steve McQueen. Steve McQueen qui bouffe l'écran dans ce film. Et l'interprétation des acteurs, donc du coup du personnage, je la trouvais très théâtrale. Mais est-ce que c'est inhérent au cinéma japonais ou j'en sais rien. Alors déjà, c'est un acteur, il me semble. Mais tous, ils étaient tous. Mais lui, Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, pardon. Légende. C'est une légende, ouais. C'est une légende au Japon. Qui a joué avec Kurosawa beaucoup. Oui. 16 films, dans 16 films, je crois, à peu près. 16 films. Ouais. Ah C'est son ouais, acteur donc fétiche, quoi. et c'est vrai que les autres, l'acting autour de lui sont un peu. Lui il joue de manière très charismatique, très bourru, très fermé, très droite, un mec très fort. Et à côté, c'est un peu t'as l'impression pas des bouffons, hein, je vais dire, mais des mecs qui courent un peu dans tous les sens, en criant, en l'appelant. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est culturel, ça vient du Non, théâtre. C'est ça. C'est ça. Ouais, ça vient du kabuki, c'est toute cette culture-là que nous, effectivement, pour nous en Occident, ça paraît compliqué de prime abord parce qu'on n'est pas habitué à ça. On aurait pu être plus habitué, tu vois, quand on en avait parlé, c'est des films, tu vois, de cinéma muet, où tu joues beaucoup sur la pantomime, sur ce genre de choses, et on peut rapprocher ça de ça, tu vois. Donc c'est une partie de la réponse à ma question de tout à l'heure, c'est que si t'as pas ces références-là et si tu te dis on te met ça dans les mains, devant les yeux, je veux dire, et que tu t'as pas connaissance de cet aspect culturel de ce théâtral japonais ça peut là, faire bizarre. tu peux Non, mais Par en contre, fait, tu peux dire qu'est-ce qui se passe. Un féru, par exemple, un féru d'animé, tu vois. exactement. À c'est ce mon que avis, j'allais dire. s'en sort beaucoup mieux Franchement, que quelqu'un Oui, qui c'était l'a- même dans les collèges foufoufou par exemple, Mais dans c'est les choses très- comme ça. C'est très caricatural, mais Ouais. et tu le vois, et par exemple même dans la manière, la gestuelle, Oui. tu sais quand il se campe, enfin quand il se cache derrière les maisons, etc., ou quand il court, Oui, Je sais pas oui, si t'as oui, remarqué. oui, oui. il court penché, les bras en arrière, la tête en avant, Comme Naruto. comme Naruto, exactement. Mais C'est même, bon. je veux dire, Kenshin le Vagabond, Aussi, ouais. à mon avis, il y a un nombre de références à Kurosawa et à ses films qui doit être, voilà, c'est Clairement. comme dans les jeux vidéo, pareil. Hein. Il y a un personnage qui a atteint d'acromégalie. Vous savez, ce géant avec cette masse. Oui. On n'a jamais ouais. vu ça avant dans le cinéma, Ouais. tu vois, japonais. Ce personnage-là,
pareil, ça préfigure aussi tous les animés et tous ces personnages-là que tu peux même trouver dans des jeux vidéo. On voyait pas ça avant parce que lui, il dénote de par Son physique. qu'il impose, de son physique. On voyait pas C'est ça. génial. Tu vois. Moi, ça me fait penser à Nicky Larson avec la grosse. Mais oui, non mais, mais oui, mais clairement. Ouais. Mais franchement, ça vient de ça. Ça fait très bande dessinée, enfin animé quoi. Ouais. Clairement. Ouais, tout à fait. Oui, Mike. Ah non, mais justement, vous avez répondu à ma question. Oui, mais du coup, on parlait de l'appropriation du western italien et comment le western italien a ses racines. Et ça a commencé du coup avec Sergio Leone. Ouais. La fameuse histoire que je connaissais pas non plus. Mais, Pour une poignée de dollars. apparemment, tout le monde connaissait ce truc-là. C'est l'anecdote une des plus connues, quoi. Alors, si vous me corrigez, hein, mais donc Kurosawa fait son film. Et Sergio Leone donc veut le transposer en tant que western et il demande du coup à Kurosawa s'il peut le faire. Kurosawa et la Jolie, c'est une maison, la distribution la Jolie, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est en Italie, hein, la Jolie. C'est la maison qui fait avec Sergio Leone les western spaghetti, il me semble, et il négocie avec Kurosawa les droits, en gros, de Yojimbo qui s'élèvent à $10,000. Sauf que alors Sergio Leone ne les paye jamais. Il va faire son film, sauf que Kurosawa après, en voyant le succès de Pour une poignée de dollars, va revenir à l'attaque et ils vont aller en procès et ils vont finalement être dédommagés. Après, je sais plus à quelle hauteur ils vont être dédommagés. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait plus d'exploitation possible. Alors, s'il y avait une exploitation possible du film au Japon, tout revenait à Kurosawa. D'accord. Ok. Et après, faut remettre les choses un peu dans son contexte. C'est vrai que maintenant, quand on entend ça, on dit putain, mais c'est un plagiat. Effectivement, c'est un plagiat parce qu'il y a des séquences où vraiment il y a des scènes. Parce que tu peux rappeler juste le pitch de Pour une poignée de dollars, mais genre version western, c'est quoi? C'est c'est un cow-boy solitaire, Clint Eastwood, qui débarque dans un patelin où en fait tu as deux familles qui se battent pour là en l'occurrence c'est pour l'alcool, pour ils distillent je crois de la tequila ou un truc comme ça. Et en fait c'est ça le parti pris. Puis enfin après il y a même des plans, des séquences, c'est vraiment ça tout craché. Mais il faut juste rappeler un truc, c'est qu'en Italie, donc au début des années 60, là quand le film sort, c'est en 64, l'Italie produit à la chaîne des séries B. En fait, le cinéma italien, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Il y avait à peu près 500 à 800 millions de tickets par an de tickets de cinéma qui étaient sortis. Donc, il fallait avoir des produits à proposer. Et Sergio Leone, il vient pas nulle part, mais il vient en fait d'un cinéma un peu bis. Il avait fait des péplums, ce genre de choses, et il débarque avec ça. Il prend même un pseudo. Il s'appelle pas Sergio Leone. Il est crédité comme c'est Bob Robertson, son nom au générique. Et Ennio Morricone, c'est pareil. Il s'appelle dans le film Dan Savio. Là, ils ont des pseudos parce qu'ils tournent un petit peu partout, ils prêtent leurs mains un peu partout et ils font des petits budgets, ce qui coûte pas grand chose, qui sont produits à la chaîne à la Cinecittà parce qu'il faut remplir les salles, tu vois. Il y a pas plus d'ambition que ça, tu vois, véritablement artistique. Je mets ça vraiment avec des guillemets, ce que je dis là. Mais du coup, généralement ces films-là n'ont pas de succès à l'international. Quand faire venir Clint Eastwood, à base, il veut pas Clint Eastwood. Il veut Charles Bronson, un mec comme ça, tu vois. Charles Bronson qui se fait à foutre, il connaît pas Sergio Leone, il va pas tourner en Italie, tu vois, ça l'intéresse pas. Oui, bien sûr. Donc du coup, il se retrouve avec Clint Eastwood parce que ça lui a été conseillé. Alors je sais plus, c'était qui lui avait conseillé ça, je crois que c'était Richard Harrison. Il voulait Richard Harrison qui est espèce de bodybuilder qui jouait dans des péplums, il dit écoute, prends ce mec là, il monte bien à cheval et tout, il fera l'affaire. Et après le film est un putain de succès. Donc du coup, Kurosawa il fait les gars là, vous êtes en train de vous faire de la thune, tu vois, sur mon dos. C'est comme ça que ça se passe, mais il y a eu tellement de plagiats et d'autres remakes, tu vois, comment dire ça, attendu. Oui, non attendu, Des surprises quoi. Des surprises et voilà qui ont ramené très peu d'argent, mais là en l'occurrence c'est un succès. La suite, parce que Yojimbo aura une suite, mais par contre là pour quelques dollars de plus n'est pas un remake. Là par contre on part sur deux choses complètement différentes. Ok. Ouais, et après cinématographiquement parlant, je veux dire dans Yojimbo, dans sa construction, dans sa mise en scène, est-ce que c'est des choses qui, il y a rien qui m'a marqué quand je le regarde comme ça, parce que j'ai l'impression d'avoir vu déjà forcément, comme il a été pris en exemple. Est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent vraiment dans ce film? Et c'est quelle technique qui prévaut? Moi, ce sont les cadres dans le cadre. Tu vois, lui, c'est un personnage, c'est le personnage témoin. Quand il débarque, je sais pas si vous vous souvenez, au début, il observe tout ça. Il est en fait, c'est ça, c'est un observateur. Il est comme nous, il est nous en tant que spectateur. Et souvent, tu as des séquences où tu te rends compte que lui-même, à travers une fenêtre, tu vois, il rajoute un cadre dans le cadre, tu vois, de ce qui se passe. Il y a toujours un deuxième ou un troisième plan sur des arrière-plans où il se passe quelque chose, constamment. Et
très souvent, tu vois, quand t'as ce cas dans le cadre, après, ça donne une ouverture à un plan d'ensemble. Très souvent, tu vois, c'est quelque chose de très, tu vois, très restreint au niveau de l'image, et tout d'un coup, pouf, ça explose. Ça, c'est quand même assez fabuleux, tu vois. Il y a deux scènes qui m'ont marqué. La scène de conflit entre les deux clans dans la rue principale. Quand ils font des va-et-vient, là. Quand ils font des va-et-vient, et t'as Mifune qui est un peu le maître du jeu, ou l'arbitre de tennis, un peu, on sait pas trop, qui est perché sur son mirador, là. Et ben, moi, ça m'a fait penser à West Side Story. Je sais pas. Ah oui, d'accord, ok. Dans le style, t'as l'impression que c'est une chorégraphie. Ouais, c'est les Sharks et les Jets, version japonaise, version nippone. Ouais. Bah après, j'ai vu, les deux films sont sortis la même année, donc ça pouvait pas être du plagiat ni rien, mais c'était tous les deux en 61. Bref. Mais donc cette scène, elle m'avait bien marqué, et en plus, il y a toujours de l'humour aussi. T'as la mère du fils de Seibei qui est derrière, je sais plus, c'est avec un bâton ou quoi, qui pousse les gens de son propre clan à aller se battre parce qu'ils flippent, ils ont peur d'aller combattre. Donc ça, je trouve ça très drôle. Et aussi, tu vois, quand son fils s'est fait kidnapper et quand elle le récupère, elle lui fout une baffe. Oui, et elle lui dit j'aurais préféré que tu sois mort, tu aurais dû te sacrifier. En guise de bienvenue, ouais. C'est ça. Et il y a la même scène aussi dans une poignée de dollars, c'est un peu la même chose, tu vois. Quand quand ils échangent en fait la femme et le frangin, et ben c'est pareil, quand la mère le récupère, paf, aussi une baffe. Il y a plein de séquences comme ça. J'ai bien aimé le méchant au pistolet. C'est Unosuke, c'est lui. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le frère de. Qui est aussi un acteur ultra connu. Mais ce qui est surprenant, c'est le pistolet. Justement. Parce que nous, en plus, comme là je rejoins Mike, on a une inconnaissance en fait historique de ce qui se passe. Moi, je veux dire, très honnêtement, je vois le film la première fois, je ne sais pas qu'on est fin du 19e. Là, quand le film se passe, on doit être à peu près en 1860, exactement comme dans Une poignée de dollars de Sergio Leone. Mais moi, je le sais pas. Tu sais, quand tu vois ce film la première fois, tu n'as pas cette culture. Moi, les tenues qu'ils portent, ça pourrait se passer en 1400. Ah ouais, c'est ça. Ça pourrait se passer au 15e siècle. C'est ce qu'il dit, c'est pendant l'ère Edo. C'est ça, c'est l'ère Edo. Ouais. Et c'est là où justement tu avais cette. Bon, l'ère Edo, c'est aussi large. Hein. C'est entre le 16e et 19e, c'est ça, un truc comme ça. Je sais plus. Ah, j'ai plus les chiffres. Les airs, c'est souvent 300 ans. Hein. Oui, c'est à peu près ça. 300 ans. Donc, Et quand lui sort son flingue, c'est impressionnant. T'es surpris. Mais comment c'est un anachronisme ou quoi? Et en fait, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, en fait, la toute puissance. La toute puissance, et ça montre l'allégorie de l'industrialisation du Japon. Parce que quand le film sort, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est en train de se reconstruire et ils sont en train de s'industrialiser à mort. On saura ce que deviendra le Japon dans les années 80, c'est quand même énorme. Et ça commence là. Et ils montrent en fait avec ces deux camps qui se combattent. C'est cette allégorie de cette superpuissance industrielle qui est en train d'émerger au Japon. Et quand lui il vient avec le flingue, ça représente l'industrialisation qui peut être meurtrière. Ce sont en fait c'est comme s'il disait attention au débordement, tu vois, de l'industrialisation. Donc l'ère Edo, c'est effectivement 1603 à 1868. Voilà. C'est l'époque où les commerçants deviennent les plus puissants. Et l'ère Meiji, donc 1868 à 1912, où tu as la démocratisation de l'industrialisation dont tu parles. Voilà. Et le flingue représente pas aussi les États-Unis du coup, et notamment avec la victoire en gros du Japon du sabre à la fin sur celui qui tient le flingue. Il y a aussi peut-être cette image là parce que moi ça m'a choqué en fait dans le film, c'est vraiment la toute puissance qu'il a le mec avec son flingue. C'est-à-dire parce que ça se voit sur son faciès en plus, il a toujours des petits rictus, une petite. Il est vraiment cool parce que en plus il se cache tout le temps, il cache tout le temps son arme et dès que ça va pas, hop, il sort le flingue. Alors que Sanjuro, il est tout puissant aussi, mais dès qu'il a un sabre. C'est par contre. On le voit dans les 7 samouraïs aussi, hein, cette suprématie du pistolet. Mais c'est ça qui fait un peu mal, c'est de voir que ce mec aussi fort au sabre être complètement désemparé dès que l'autre a ce mouvement assez lâche de juste sortir son parce arme. qu'il représente la modernité. Mais il l'a lâcheté aussi. Du coup. Oui. Mais pour lui, la modernité, en fait, que représente ce flingue, c'est pour lui, c'est une crainte, c'est un avenir qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Mais quand tu parles de sa toute puissance, putain, c'est vrai que quand il sort le sabre, on le voit dès le départ. Il dit pour montrer à quel point il est puissant, il va oxyre 3 bonhommes. En plus, il y a cette petite vanne où il dit au gars, vous me mettrez 3 cercueils. Ouais. Non, 4, non, d'abord il dit 2, non 3. Il y a la même vanne dans Une poignée de dollars. C'est Clint Eastwood qui passe. Il passe. Je trouve que ça fonctionne aussi bien dans Une poignée de dollars quand il dit vous mettrez 3 cercueils puis il revient. Non, 4. Il est en train de crever. Et là, c'est super drôle. Et là, il montre en plus, moi ce que j'adore, il montre avec un coup de sabre, il oxyre un gars. Fini quoi. Paf, mort. Et en plus, il y a quand même des séquences. Il y en a très peu
Tout le monde s'enfuit en fait. Ouais, tout le monde, ouais, c'est ça, qui mais est tout le monde drôle. flippe. Mais Tu on veux parler voit du quand, sang on voit quand Ouais. même un bras arraché. Ouais. Ah bon. On voit une main au C'est début. propre, Dans Ouais. la bouche d'un chien. Mais- C'est très propre. Mais c'était pas courant, c'est dans ce qu'on pourrait appeler le cinéma mainstream. Dans la suite, dans le deuxième épisode, il y a alors je veux pas vous spoiler, mais la dernière séquence, c'est, je pense, une des séquences les plus gore qu'on ait vues dans les années 60 dans un cinéma, on va dire, populaire. Ah ouais, ça Tu vois coupe quoi. Ouais, vraiment. Où il y avait vraiment, il y a de la violence, il y a du sang. Ok. Vraiment, à la Ouais, fin. c'est de censé ce- gicler, quoi. Ouais. Ouais. C'est parce que généralement, t'avais pas ça. Généralement, bon, la plupart des séquences d'ailleurs, quand il y a dans le Yojimbo, quand le mec il se frappe avec son sabre, bah, le mec il tombe, il est mort, puis voilà, c'est toujours suggéré, comme dans les vieux westerns, c'est pareil. Mais ça annonce aussi, le western italien s'inscrit aussi là-dedans. Parce que le western italien il y aura aussi de plus en plus sanglant. Pas dans les premiers Sergio Leone, mais les autres Sergio, les Corbucci, les Solima, qui sont extrêmement influencés par ça. Bah, là, on va y aller dans les geysers de sang et dans le côté un peu gore. Et au niveau du titre, on appelle ça, c'est un garde du corps, mais finalement, il garde peu de corps durant le film. Non, mais je veux dire, ok. On se bat pour l'avoir comme garde du corps. C'est ça, voilà, ouais, c'est ça. plutôt ça, Ouais. c'est comme ça qu'il faut le voir. Quoi. Ouais, Ouais. Ok, ouais. d'accord. Ouais. De l'un à C'est vrai l'autre. que moi je m'attendais à ce qu'il escorte quelqu'un ou qu'il y ait vraiment une fonction Kevin Costner. Mais Ah oui. Bodyguard. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais. Bah, d'ailleurs, dans Bodyguard, il utilise aussi un sabre. c'est la référence Je directe. crois. Ah, bah Mais oui. Kurosawa Ah, est bien partout en fait. Mais oui, il est Ouais, partout, c'est ouf. Kurosawa. Mike me le disait très justement, mais tu ne trouves pas que Kurosawa est partout? Mais, en off, je te disais que Tu je me te le disais la bien dernière sûr. fois. La dernière fois, tu me le disais. Moi, je voulais juste revenir aussi sur la photo. La musique. Alors, on reviendra pas sur la On musique. n'avait pas fini. Ouais. Mais je voulais juste revenir sur la photo. La photo, elle est faite par un monsieur très important qui s'appelle Kazuyo Miyagawa. Voilà, attention à la prononciation. Il est très connu parce qu'il a surtout tourné des films chez Mizoguchi, mais aussi là en l'occurrence chez Kurosawa. C'est le monsieur qui a inventé qui est le premier qui a utilisé au cinéma ce qu'on appelle le bleach bypass. Pour ceux qui s'en souviennent, Lolo en avait parlé quand on avait traité de Seven. C'est le fait de rajouter, en fait, je dis ça On s'en vraiment, rappelle. je dirais ça de manière très très vulgairement, mais c'est rajouter du noir en fait dans le noir. C'est jouer sur même des noirs un peu métalliques comme ça. Tu donnes plus de profondeur en fait ouais. à tes noirs. Ça donne de la netteté et ce qui rend le film hyper moderne finalement. Ouais. Et donc ce mec-là, c'est une espèce de cador. Petite anecdote, donc le film, tu disais, donc est produit par la Toho. Alors, la Toho, on connaît, c'est les Godzilla. J'avais aussi des questions. Juste une question par rapport à la Toho. Je veux dire, toute ma vie, j'ai vu la Toho quand je regardais des films, en l'occurrence japonais, j'imagine. Ouais. C'est une maison en fait de distribution qui est genre historique et qui ne bouge pas jamais. C'est la Toho quoi. C'est comme chez nous la Gaumont. Ça n'a jamais bougé, c'est toujours là et c'est ok, d'accord. culturellement c'est installé. C'est ceux qui. Parce que j'ai regardé Shin Godzilla il y a pas longtemps. Bah voilà, ouais, c'est bah, Toho. oui, bah Toho, ouais. Ouais, tous les films là de Ishiro Honda, des Godzilla, C'est ça. c'est la Toho. Et donc lui avait un bossé pour la Toho. Et après avec la Toho, il a aussi eu un deal parce qu'il a fait sa propre société de production, je crois la Kurosawa compagnie production compagnie, un truc comme ça. Mais en fait, la petite histoire c'est que le directeur de la photo, Kazuo Miyagawa, je retente de nouveau de le prononcer. Il fait ce film, mais il n'a pas eu le droit de faire la suite parce que, comme à Hollywood à l'époque, les mecs étaient sous contrat avec alors je prononce la Daei, un truc comme ça. Mhm. C'est l'autre grande société de production japonaise. Donc du coup, il voulait bien lui prêter, mais au vu du succès qu'a eu Yojimbo, il a fait ouais non, vous n'allez pas nous faire le coup 2 fois, on reprend notre poulain. Ah d'accord. Tiens. Ok. Comme ça que ça marchait, comme dans le système hollywoodien finalement. Mhm. Mike, tu voulais dire quelque chose? Sur la musique. Ah voilà, tu voulais nous parler de la musique. Alors dis-nous. Alors, vous pouvez considérer qu'elle est chouette. Moi, j'ai considéré qu'elle était omniprésente et trop présente, surtout dans les scènes de bagarre comme ça. Je la trouvais trop métallique et j'étais en comment t'appelles ça, en overdose de cette musique-là. en souffrance, J'ai dit, c'est quoi. bon, on a compris, ils se battent. Voilà quoi. Et c'est justement ce qui va rythmer l'action. Et je sais pas si t'as entendu, je sais pas si c'est du hautbois ou du saxophone avec un peu de synthé. Ah, c'est pas une boîte de concert. Oh là, et il est dur. Moi, je trouve la musique formidable. Je trouve, je sais pas, il y a quelque chose de très jazzy dans cette musique, avec un côté même un peu rumba, et je trouve qu'il est vraiment, vraiment incroyable. Surtout que, t'as pas le sentiment. Moi, quand le film commence, j'ai pas le sentiment que je vais voir un film de samouraï. C'est un truc joyeux, quoi. Bah ouais, c'est plutôt, il y a un côté un peu festif, un peu même, tu vois, tu t'ambiances un peu, tu vois. Tu secoues l'épaule. Tu secoues, ouais, c'est ça. Tu fais le roulement d'épaule comme Mifune, tu vois. Ouais, mais oui, non mais ok, hein.
Je peux comprendre, mais moi, ça Est-ce qu'elle a posé des bases dans d'autres BO, cette musique, tu vois? Est-ce que ça aussi, ça a été repris dans le western spaghetti, ce rythme, ces choses-là ou pas? Bah, on a quand même le sentiment, ouais, dans une pointe de l'art que cette musique, elle énerve un petit peu la musique des New Morricone. Il y a quand même, ça, des résonances. Bah ouais, mais je pense, franchement, je pense qu'il est évident aussi bien que, Eleanor nous disait que Clint Eastwood l'a vu, mais que Sergio Leone et que Ennio Morricone ont vu le film. Alors c'est Leone, c'est évident, mais même Morricone, c'est sûr qu'il a entendu la BO. Franchement, ça me semble évident. Moi, je la trouve assez formidable. Je vais juste revenir aussi sur les influences, parce que on dit toujours, voilà, Kurosawa, finalement, tu vois, c'est 30 films au Japon à cette époque-là, c'est très peu. Ah ouais. Ouais, parce que les mecs, ils tournaient à la chaîne, tu vois, c'était vraiment énorme. Donc c'est assez peu, il prenait quand même relativement son temps pour faire les films. Et même s'il est très attaché à la culture nippone, et puis Yojimbo, c'est ça, mais et puis on parlait avant, c'est du théâtre japonais, mais quand même très influencé par les polars américains, même par les classiques, tu vois, anglo-saxons, les Shakespeare, ou même pour qu'est-ce que je veux dire, ça me reviendra, mais les grands auteurs classiques l'ont influencé. Et ce film-là, c'est pareil. Il y a quand même une structure qui repose un petit peu quand même sur des influences du polar, du noir américain. Ce personnage-là, quand on parle du personnage solitaire, un peu nihiliste, un peu misanthrope, quoi que ce soit, ça découle aussi de ça, des romans de Dashiell Hammett et tout ça. Il a un côté viril, Clark Gable un peu, tu sais, vraiment. Je dirais même Humphrey Bogart, tu vois. Humphrey Bogart, ouais, il a ce côté-là. Je pense que c'est aussi là de l'influence. Elle vient de là aussi, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Un peu rustre. Oui, ouais. Mais qui a un bon fond finalement. Et puis il a ses qui a un petites bon mimiques. fond, bien sûr. Parce que, Et qui reste, comment dire, faible. Il se fait quand même sacrément dérouiller à un moment dans le film. Ah oui. Mais il est pas c'est tout par puissant. faiblesse, ouais. Non, mais il est pas tout puissant, il tu s'est vois. fait avoir, oui. Ouais, mais on le montre pas comme un humain indestructible, quoi. Non, oui, d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que pour une fois, pas pour une fois, parce qu'il a quand même respecté son code d'honneur de Bushido d'aller sauver ces gens. Mais en fait, mais c'est ça qui le rend tout d'un coup, comme tu disais, bon et humain. Parce que avant ça, on peut pas avoir ce sentiment-là. Le mec, il vient en fait justement uniquement par l'appât du gain. Il fout la zizanie, il tue des mecs qu'il ne connaît pas. Tout ça pour l'argent. C'est compliqué au début du film, même si tu peux trouver ça plutôt jouissif à regarder, sauf pour Mike. Mais sinon, tu peux difficilement t'attacher au personnage. Je peux jouir autrement qu'en regardant ce film. Oui, il paraît d'ailleurs, il suit. Et parenthèse. Merde. On l'a perdu. Tellement bien. Mais avant cette scène-là, où en fait, il prend parti pour le faible, pour ce couple-là avec cet enfant. Avant cette séquence-là, c'est un manipulateur. Ouais. C'est un manipulateur, et c'est seulement à partir de ce moment-là, tu dis ok, je peux maintenant m'identifier à lui, m'attacher à lui, et du coup, quand il se fait bastonner, t'as de l'empathie pour lui. Avant ça, franchement, avant cette séquence, tu dis c'est la règle du jeu, mec. C'est un manipulateur, mais il voulait quand même sauver en quelque sorte le village en montant les uns contre les autres, et qui s'entretuent sans avoir d'argent finalement. En fait, tu sais quoi, c'est un peu comme dans le film avec Eastwood. Je me suis toujours posé la question si parce que c'est effectivement c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit là quand il se fait héberger, parce qu'il a pas, de toute façon il a pas une thune, donc il dit voilà. Mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il dit ça pour que le gars lui dise ok, tu peux rester chez moi, je t'héberge, je te donne le repas et machin. Chez l'aubergiste. Celui qui tient le bar là, c'est ça. L'aubergiste. Ouais. Et je me suis dit, s'il avait pas tenu ce discours là, le gars l'aurait peut-être foutu dehors, tu vois. C'est clair, mais il vient, il lui dit non mais moi je suis là aussi pour sauver le village, patata, tu vois. Il fait ok, c'est bon, reste, t'as pas une thune, c'est bon, reste, tu me paieras après. Un manipulateur. Ouais, voilà, il manipule tout son monde, tu vois, même les gars qui lui rendent service. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, comme tu dis, Eleanor, il est rattrapé par son code, en fait. Enfin, il y revient, et puis il décide quand même de sauver ces gens. Et sachant que il y a une séquence assez drôle où il dit que il renvoie justement un des soldats ennemis, où il lui dit va dire à ton chef que tout le monde est mort, que tout le monde est mort. Nokushi, alors que non.
et il y va, et c'est là qu'il tue C'est tout le là monde. qu'il tue. Ah oui. Elle est géniale cette scène. Cette scène est géniale. Effectivement, en fait, ce qui est trop fort, c'est c'est ça. Il annonce les mecs qui vont mourir. Exactement, tout le temps. Avant Voilà. même de les tuer. Non mais là tu te dis putain, le mec à quel point il est sûr de lui, C'est ça. à quel point il est efficace. Il fait, tu vas dire que là il y aura 6 victimes. Ah bon? Oui. Il y va, Vas-y, il tue fonce, les 6 gars. En plus, enfin. Il dit pas, il y aura 6 victimes. Il dit, il y a oui, déjà. oui, c'est ça. Il y a. Et d'ailleurs, Eastwood il fait pareil. Hein, si je me trompe pas, il fait exactement la même chose. Et après, il saccage lui-même la baraque pour faire croire effectivement que ce sont des militaires ou je sais plus quoi, des soldats qui seraient venus. Mais il a tout le temps un train d'avance sur tout le monde, constamment. C'est ça. On en parlait, on disait c'est le héros malin. C'est ça. Jusqu'au Le gars, moment où, même s'il a un train d'avance, à un moment donné, sa faiblesse, ce sera son humanité. Oui. Tu vois. Et c'est là qu'il va se faire choper. Exactement. Ouais, c'est un film qui pose beaucoup de bases, mais quand tu le vois maintenant, tu comprends en fait. Tu comprends justement tout ce qu'il a apporté au cinéma, aussi bien sur l'aspect technique que sur l'aspect moral du développement d'un personnage, des enjeux, des choses comme ça, où en fait tu te rends compte que il y a tellement d'œuvres que tu as vues avec un héros qui lui ressemble en fait. Je veux dire, c'est assez fou. T'as même du mal à te distancier, tu vois, ce que tu penses de ce personnage-là, de ce que tu connais déjà, parce que c'est tellement dans l'inconscient de la culture populaire que c'est presque difficile de faire cet exercice, quoi. Mais ça rejoint ce que dit Max. En fait, ça rend la chose encore peut-être aussi difficile pour appréhender le film. C'est que de une, effectivement, il y a le côté, c'est un peu péjoratif que je veux dire, mais le côté un peu exotique, tu vois, d'un film qui se passe au Japon, qui sort en 1960, dans une culture que tu ne connais pas, que tu maîtrises pas, et en plus que le film te renvoie, tu as l'impression de l'avoir déjà vu en mieux ailleurs. Bien sûr, c'est ça qui est difficile. Voilà. Alors que si tu fais un peu abstraction de tout ça, tu te rends compte à quel point le film il est assez formidable, quoi. Il est assez vertigineux déjà dans tout, hein, dans sa mise en scène, dans son scénario. C'est assez brillant. Mais moi, je me moquais un peu gentiment de Mike, mais moi, je peux comprendre ses réserves. Sauf pour la musique, là, je la comprends pas. Mais par contre, pour l'appréhension du film, ouais, c'est normal. Tu dis oui, mais non, mais je connais, j'ai déjà vu ça. Et à propos d'exotisme, justement, il y avait une anecdote de la part de Kurosawa qui disait que comme il n'y avait jamais de pluie vraiment dans les westerns, il avait volontairement voulu faire tomber des trompes d'eau dans Yojimbo et les 7 samouraïs. Ah ouais? Alors que pour moi, parce les que westerns... la base, c'est oui, le Japon, quoi. Ouais, oui. Mais maintenant que tu le dis, je pense à un truc, c'est vrai que la pluie, c'est plus un élément que tu retrouves après dans le western italien. J'ai senti, putain, je suis en train de réfléchir maintenant à des... Où est-ce qu'il y a de la pluie, des scènes de pluie dans les westerns? Punaise, peut-être dans Liberty Valance, je crois, de John Ford. Mais... avec... C'est tellement rare. Impitoyable avec Clint Eastwood. Impitoyable. Ouais. Mais tu Ah vois, mais c'est ça, en fait, C'est avec Impitoyable. Sharon Stone? Hein? C'est celui avec Sharon Stone? Non, alors Impitoyable, c'est de Clint Eastwood. Ouais. Mais toi, tu penses à celui de Sam Raimi avec Sharon Stone? Mort au vif, Il y a ouais. une scène sous la pluie, il me semble. Il y a une scène sous la pluie. Je sais plus. vérifier. Impitoyable, il y en a, mais Impitoyable, comme dit, de Clint Eastwood, ça découle du cinéma aussi bien de Sergio Leone qu'aussi de Don Siegel, tu vois, c'est véritablement ses influences. Un putain de chef-d'œuvre Impitoyable. Mais ouais, c'est plutôt intéressant ce que tu dis, ouais, l'utilisation de la pluie dans ces films-là. Et j'avais une autre question par rapport à la chorégraphie parce que j'étais hyper impressionnée par le nombre de figurants et la manière dont il a dû diriger ses acteurs. S'il y avait autant de... J'ai l'impression qu'il y avait moins de figurants dans les autres films western américains ou italiens. Ouais, ça alors. Dans les westerns italiens, très honnêtement, dans les premiers, à Lyon, t'en as peu, hein. Même des films de Corbucci, généralement, de toute façon, les figurants, c'est toujours été des trucs en trompe-l'œil, hein. Dans ces films-là, hein, tu prends 10 mecs, tu les filmes à 3 endroits différents pour donner l'impression, ouais, c'est Ouais, ça. mais là C'est ça. chez Kurosawa, t'en as une centaine. Ah quoi. oui, C'est ouf. oui, là, puis, après, et encore celui-ci, ça reste quand même un film, tu vois, vraiment à petit budget, avec une ampleur moindre. Non, mais je pense par aux 7 rapport à samouraïs. voilà, c'est ça. dingue, ouais. Aux 7 samouraïs, ou ce qui viendra après avec Kagemusha, ces films-là, enfin, c'est des films épiques où tu as, des, à fond, Pléthore pléthore de figurants. Non. Et en plus, apparemment, il était très méticuleux, donc à mon avis, il devait diriger Sur le chaque placement. figurant en disant toi, tu fais 3 pas à gauche, tu lèves Vraiment, il est 2 fois très le bras, et puis ouais. Connu pour être pénible. Précision. Ouais, apparemment, il était assez pénible. Mais il était, déjà, bon, c'est aussi culturel là-bas, mais il l'appelait le sensei. C'est Oui, vraiment, voilà, c'était, le maître était extrêmement respecté. Mais oui, a priori, c'était pas toujours facile. Il disait méticuleux comme un démon et
et audacieux comme un ange. Ah bah ouais, Ouais. ouais, C'est lui, quoi. Bah, c'est tout lui, Hein c'est le monsieur. Hein Mike, ouais, bah, oui, ouais, je bosse. On peut se comparer. Non, mais c'est vrai, comme on disait après, la plupart des cinéastes ont payé leur leg à l'ami Kurosawa, tu vois, quand ils produisent ces films en fin de carrière, parce que c'était compliqué pour lui de trouver des financements, ben ouais, les Spielberg, les Coppola viennent à la rescousse. Ça prouve quand même que quand ces mecs-là viennent mettre la main à la poche pour eux, ça prouve quand même que l'influence qu'a eu ce type. Il y a juste Sergio Leone, ouais, qui a dit moi j'ai vu Yojimbo, c'est pas top. Franchement, je l'ai vu, c'est pas génial. Et puis il disait, oui, de toute façon ça ressemble à, qu'est-ce qu'il disait, ça ressemble à la structure narrative de je sais plus quel polar. Qui disait ça, j'ai pas. Hein Sergio Leone. Ah oui. Il disait en fait, il s'agit d'un démarquage de La Moisson Rouge de Dashiell Hammett. Oui, un film des années 40, non? Ouais, et puis un bouquin aussi Ouais, là-bas. okay, Puis okay, ouais, puis c'est ça, tout à fait. Et puis il dit, et en plus de ça, ça s'inspire également de Harlequin serviteur de 2 mètres de Goldoni. Donc du coup, moi étant italien, j'avais aucun complexe, tu vois, à opérer à cette transplantation, tu sais, dans le western italien. En gros, j'ai juste réutilisé du patrimoine de mon pays. Exactement. Finalement, j'ai rien C'est pris. ça. Il fait le mec en fait. Premièrement, le film est pas ouf. En Mauvaise plus, foi, il est quoi. influencé, tu vois, par des polars américains. Donc ok. En plus, il ose piquer le patrimoine italien pour le mettre au Japon. Bon voilà, j'ai récupéré ça. Ah oui. Je l'ai ramené à la maison. C'est Sergio. Et Kurosawa a reçu un Oscar du coup. C'était même avant, il me semble, Yojimbo, non? Il a pas eu un Oscar déjà? Oscar du meilleur film étranger. Je me demande si c'était pas justement pour les 7 sûrement. samouraïs. Fabuleux ce film. Je crois. Qui est avant? Non, qui est après. Non, qui est avant, qui est en C'est 54. avant, Ouais, qui est en avant, 54. Ouais. En fait, en 50, Rashomon, 54, les 7 samouraïs. La forteresse cachée, donc c'est en 58. C'est celui-là qui a inspiré Lucas pour faire Star Wars. Les salauds dorment en paix, qui sont en 60, c'est d'après Hamlet de Shakespeare. C'est le film qui a inspiré Coppola pour faire Le Parrain. La structure en fait du début, quand le film commence avec le mariage, avec la scène de mariage, Coppola il a vu ça, il a dit j'ai fait la même chose pour Le Parrain. Enfin, on se rend pas compte en fait à quel point il a pas influencé des pseudo-cinéastes, tu vois. Il a influencé des cinéastes majeurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand t'as Bergman ou t'as Fellini qui disent Kurosawa, c'est un maître. C'est un gars qui nous a appris le cinéma. Incroyable. Il y a juste, sans déconner, il y a juste en France où il n'y a pas eu de mauvaise critique, mais un peu de distance, tu vois. On est toujours un peu condescendant chez nous. Alors, détrompe-toi. Fabien Ottoniente a dit. Si le maître Ottoniente a dit. Quand j'ai quoi? Oui. Quand j'ai vu Yojimbo, j'ai pensé à camping. Mon scénario de camping, en fait, c'est un peu ça. Il y a une rivalité, et puis Pour le placement de camp, de la place de la caravane. c'est ça. Et Patrick, en fait, oui, c'est ça. C'est Yojimbo. C'est ça, c'est Toshiro Mifune. Et il a pas un sabre, il a autre chose. Il a un slip. Il a un sabre dans son maillot de bain. Et voilà. Ça c'est fait. Oh là là. C'est comme ça qu'on termine l'analyse sur Yojimbo. On est quand même fort. Sur le Camping slip et de Patrick, Yojimbo, même quoi. combat. C'est ça. Non mais Mike, est-ce qu'on a réussi un petit peu à te convaincre ou pas? Oui. Wow. Non, mais oui, bien. Mais à chaque fois que j'ai une analyse, mon analyse qui est pas forcément la même que la vôtre, au sortir de cette émission, je me dis Pourquoi effectivement, c'est des choses que moi j'avais pas vues en première lecture. Ça se trouve, il faudra que tu regardes un peu, comme on va parler de western italien plus tard, Mmh. tu regarderas les western italiens, tu rebasculeras sur Ce Yojimbo. que je devrais faire et ce qu'on devrait faire, j'en sais rien, tous, mais en tout cas moi, c'est que, et ça prend du temps, c'est de revoir les films après analyse, Ah ouais, après c'est vous clair. avoir écouté. Mmh. Et voilà. Et je me dis, j'aurais eu une autre lecture, j'aurais apprécié d'autres moments, j'aurais apprécié d'autres mises en scène. Au final, je l'ai aimé, mais je l'ai pas aimé. Au final, je l'ai pas aimé, mais finalement, il est cool. Finalement, il est cool. Moi, j'invite aussi les gens qui, comme toi, et je les comprends, j'insiste là-dessus, qui peuvent avoir une appréhension sur ce type de film-là, qui peuvent aussi regarder des films de samouraï un peu plus récents, des années 60 ou 70, qui sont un peu plus dans les codes de ce qu'on connaît. Tu vois? Très samouraï. Non, mais je veux dire, non, je pense à la saga des Baby Cart, le cerveau et la vengeance, ces Ah oui, trucs-là. d'accord. Il y a la légende de Zaitochi, ça, c'est le master aveugle. Kill Bill, est-ce que Kill Bill, tu le mets dans quel cas, Kill Bill? Ouais, Kill Bill, putain, c'est foutraque, hein, il y a tout. C'est Lady Vengeance, finalement, il s'inspire beaucoup de Lady Vengeance, non? Ouais, Donc, du coup, t'as aussi bien du film des films japonais de la Toho, mais t'as aussi des films de Shawn Brothers, tu vois, à Hong Kong. T'as plein de choses, ça brasse.
Oui, alors ça peut être une bonne porte d'entrée, mais alors du coup à ce niveau-là, tu prends Kill Bill, tu peux même prendre Matrix, tu peux prendre, tu vois, tous ces trucs-là, Ouais. et puis après tu peux y aller. Bon, dans Kill Bill, t'as quand même des scènes iconiques, tu sais, Oui. les duels. Il reprend un peu l'iconographie des films aussi japonais, quoi. Ouais. Donc bon. Ça peut Par être- contre, ce qu'il faut pas faire, faut pas regarder Ronin avec Keanu Reeves, parce que si vous regardez ça, vous allez plus envie de voir des films de sabre japonais, donc n'y allez pas, ça c'est pas la peine. Eh ben merci Éléonore, merci Mathieu. Avec plaisir. Et merci Lolo. On va passer à la deuxième partie de cette émission consacrée à l'actualité. On va traiter en premier lieu du film de Guillermo del Toro, Nightmare. Allez. Donc dans ce film, à l'affiche, on y retrouve Bradley Cooper et Cate Blanchett. Alors ce film-là, qui veut en parler en premier? Je ne l'ai pas vu, je suis là pour poser des questions. Pose mon ami, pose mon ami. Vas-y, Léonore, si tu veux. Eh ben, Guillermo del Toro, c'est un peu la figure emblématique du fantastique et de l'imaginaire. Et en fait, moi, je m'attendais à avoir des créatures, des monstres, surtout que j'avais vaguement entendu parler qu'il s'agissait d'un cirque, donc je me suis dit, il va y avoir des freaks et tout, ça va être trop bien. Et ben, il n'y en avait pas eu tant que ça, mais j'ai trouvé ça très bien quand même. Donc le film, moi je l'ai vu comme si c'était un peu en deux parties. Une première partie qui se passe dans ce cirque. Cette fête foraine, ouais. Dans cette fête foraine, voilà. Et une deuxième qui sera beaucoup plus axée sur du polar. D'accord. Mais ouais, j'ai bien aimé. Mais après, moi, je suis assez fan du monde de Guillermo. Le côté fantastique, justement, ça fait toujours penser à des contes. Je pense à Crimson Peak ou au Labyrinthe de Pan, qui fait toujours référence un petit peu aux vieux contes de Grimm ou de Perrault. Voilà, ça me fait penser à des illustrations de Gustave Doré, tout ça. Le côté un peu horrifique, enfantin et en même temps horrifique. Et le monde, dans des forêts. le monde de la fête foraine aide à ça aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, quand j'ai vu le genre de créature avec le troisième œil dans le formol, moi je m'attendais La à un moment petite, donné, je pensais que ça allait s'animer en fait. Qu'il allait ouvrir les yeux. Je sais pas, j'attendais. Et non. Et c'est juste ma seule déception. Ah, juste ça? Il reste Ok. beaucoup dans le fantastique, du coup, il est très non, très fantastique. Non, justement, non. Non, ok. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film et j'en resterai là. Non, ce que je veux dire en fait c'est que oui, je comprends en fait l'aspect déceptif parce que tu t'attends à quelque chose de fantastique parce que c'est Guillermo del Toro, mais à mon sens il y a du fantastique tout le temps dans ce film là. Il est moins palpable, il est moins explicite, mais c'est un fantastique qui surnage. Au début, effectivement, quand ça se déroule donc dans ce cirque, tu as tous les éléments que tu peux trouver, comme dans le Freaks de Todd Browning, sauf qu'on ne s'y attarde pas forcément. Vous savez, un comédien de petite taille, tu vois Caravane de l'étrange un peu aussi, ouais. ou la caravane de l'étrange. De toute façon, tout ça, ça découle en fait du film de Todd Browning, le Freaks, et tous ces personnages-là qui créent cette ambiance. Ces femmes à barbe, des contorsionnistes, ce genre de choses. On va pas s'y attarder. Ce sont pas les éléments en fait qui vont porter le récit, mais ils installent l'ambiance. Qui plus est l'utilisation, je sais pas, de la photo, l'image, la colorimétrie qu'on a dans ce film-là. C'est beau, ouais. Déjà, c'est magnifique. Magnifique. Moi, très rapidement, ce que je disais à Mike quand on est sorti de cette séance, je me suis dit, ça fait du bien de voir un film de cinéma. C'est un véritable film de cinéma. Je veux dire, tout est bien travaillé, tout est bien pensé. C'est de la belle ouvrage. C'est tout bête, mais c'est de la belle ouvrage. Alors, après ça, qu'est-ce qui reste du film? Moi, à mon sens, c'est déjà beaucoup, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir des vrais films de cinéma bien construits au niveau de la mise en scène, au niveau du scénario, avoir de belles images comme ça à l'écran. Mais après, derrière, moi, je sais pas, il y a tout un propos qui m'a subjugué. J'avais vu le film original, donc à la base c'est un roman. Je l'ai vu en fait récemment. Vous pouvez d'ailleurs le trouver sur YouTube. C'est le film de Edmond Goulding. Donc ça c'est tourné avec Tyrone Power. Donc c'est un film de 1947. Pour la petite histoire, donc du coup ce film-là en 93, Guillermo del Toro, il venait de tourner Chronos avec Ron Perlman. Ron Perlman lui dit putain, il y a un film, un polar que j'adore, je voudrais tellement jouer le rôle de Tyrone Power dans ce film. Il va faire c'est quoi? Et donc il lui file une copie dégueulasse. Donc voilà, vraiment un rendu de merde. Mais quand il le voit à l'époque, il dit putain, c'est vrai que il y a un potentiel de dingue. Moi ça m'intéresse aussi. Donc on est en 93, Il essaie d'avoir les droits, ça capote, c'est pas possible. Les années passent,
il gardait toujours à l'esprit qu'il voulait faire ce film. Parce que Guillermo del Toro, on a toujours le sentiment, effectivement, c'est du fantastique, c'est de l'horreur, mais c'est un passionné du film noir, du polar américain. Et ils ont réussi à récupérer les droits. D'abord, il devait y avoir Caprio qui devait tenir le rôle principal. Finalement, c'est Bradley Cooper qui, à mon sens, il est très bien. Incroyable. Il est vraiment bon. Franchement, moi je m'attendais pas à ce qu'il joue aussi bien, quoi. Ah ouais, C'était l'enjeu, toujours c'est cette image de gars un peu mièvre, beau gosse, mais finalement je trouve qu'il a Casse. bien évolué, quoi. casse son image un Ouais. peu. Ouais. Et c'est quoi Oh, ça l'enjeu fait un du moment. film le pitch, l'enjeu Mec, tu veux le Rapidement. pitch, là ou pas Oui, alors c'est un mec joué par Bradley Cooper qui... enfin, tu le commences, l'histoire commence en fait, tu le vois dans une maison en feu où il balade un corps qu'il incinère. On peut dire qui c'est ou pas du tout? Sinon c'est spoil. Il incinère son... Bon, il incinère quelqu'un. Voilà. On découvrira rapidement qui c'est. En fait, Ouais. ce qui est intéressant, c'est quand je te rends tout de suite la parole, mais quand il y a cette séquence-là qui débute, ça pose déjà le personnage. À la différence du film original de 47, où en fait on suit cette troupe dans ce cirque. Et le personnage principal de Stan dans la version originale, tu ne sens pas que c'est quelqu'un qui peut basculer d'un moment à l'autre. Alors que le personnage de Bradley Cooper, il vient déjà avec un trauma. Il vient déjà chargé, tu vois, émotionnellement par ce qu'on a vu dans le flashback. Et quand il débarque, c'est quelqu'un, c'est un type qui erre. Mhm. Ouais, il est Oui, dans parce cette que errance. après cette crémation, C'est un fuyard. C'est un Un fuyard. vagabond. Il fuit, il prend un bus jusqu'à son terminus. Et en fait, au terminus, Il tombe sur ce cirque. Il tombe sur Ah oui, cette d'accord. fête foraine, ce cirque ou je ne sais quoi. Et il va à la rencontre d'un mec, je sais plus le nom du personnage, mais je sais pas, Willem Dafoe, c'est ça? Oui. Willem Dafoe. Willem Dafoe, qui est en charge d'un D'un spectacle. où il met un autre humain en scène et qu'ils appellent le geek. Le geek. Le geek, le crétin. Un homme bête, ouais. quoi. Un homme bête Bon. qui est Ouais, alors chez nous, alcoolique, ils l'ont traduit par le crétin. ouais. Mais en fait, le geek, alors nous, le geek, parce que le mec qui aime Ouais. bien les jeux vidéo, machin, mais en fait, ça vient a priori, de ce que j'ai cru comprendre un peu de l'allemand, ça veut dire le fou. C'est un Oui, peu parce comme ça. que le geek, Il le donc traite il comme une est bête. alcoolique, il le traite comme une bête, il dort dans une cage nu, etc. Il l'affame et comme spectacle, en fait, c'est sous un chapiteau où t'as des gens qui se mettent tout autour D'une scène, d'une scène, et dans cette scène tout au fond, t'as ce mec-là. Et on lui jette un poulet pour qu'il puisse manger. Et donc en fait c'est un peu un homme bête en fait. Et ils disent est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une bête, et ça c'est le spectacle du truc. D'accord. Et donc C'est extrêmement violent Ouais. et glauque. Dans la version originale, ça c'est suggéré. Ça existe aussi, mais tu le vois de loin comme une certaine menace. Tu vois, et qui s'expliquera par la suite. Mais c'est d'une menace lointaine. Là, par contre, elle est là. Tu te dis sûrement, bon, c'est un peu anecdotique, tu vois. Enfin, tu vois ça aura des conséquences par la suite. Ouais. Et lui, par contre, il va surtout s'approcher en fait d'un couple, et la femme est jouée par Toni Collette, c'est ça? Ah, Ouais, c'est ça. ouais. Toni Collette, et l'autre je sais plus. L'autre, c'est le personnage de c'est- Peter qui est interprété par David Strathairn. Ok, d'accord. Et bon, donc ceux-là ils habitent juste à la sortie de cette fête foraine, et ils font de la voyance ou Un spectacle de mentalisme. un espace de mentalisme, et donc il se rapproche de ce couple-là, et puis il le forme, en fait, il apprend un peu Ouais. la Il est pris de maniement- passion par ce tour. par ce tour et par ses entourloupes. Et en fait, il accroche ça et il l'utilise pour à terme manipuler de la foule, quoi, manipuler des Sûr. gens, quoi. En fait, il va créer son propre spectacle. Il va Ouais. se rendre compte que ça, c'est une manne financière de dingue, parce qu'avec ça, effectivement, tu peux manipuler les spectateurs. En fait, tu leur poses des questions. Enfin, il te pose des questions, mais les réponses, tu les as déjà plus ou moins. Enfin, c'est implicite. c'est déjà implicite parce que par un tour de passe-passe et aussi par un code. Il y a un bouquin. Un code de Il langage. y a un ouais. code de langage, c'est-à-dire que quand tu dis un mot, ça correspond à un chiffre, et ce chiffre correspond à une réponse, tu vois. Et donc du Il est coup, accompagné par une complice. c'est ça, t'es obligé d'avoir une complice. Et en fait, donc ils font ça déjà à petite échelle dans ce cirque, mais lui, il va comprendre en fait à quel point ça peut être exploitable. Pour ce faire, il faut qu'il s'affranchisse du couple avec qui il est. Et il y a un des membres du couple, tu vois, qui va décéder, il va lui prendre son bouquin, avec qui ce sert- code. voilà, qui sert de bréviaire pour apprendre tout ça. Et il va partir avec une jeune femme. Donc il séduit une jeune femme avec qui il part.
Je sais Là, pas, on c'est à est en New- train, là, en fait, on fait plus le pitch, on Ouais, raconte ouais, toute voilà. l'histoire, mais bon. Bon, il part et puis il utilise cette femme qui l'a séduite comme assistante qui est là pour l'aider à manipuler les foules lors de ses numéros de télépathie et de choses comme ça. Voilà. Et donc c'est à partir de là, effectivement, comme disait Léonore, il y a vraiment une césure, c'est que tu as toute la partie qui se déroule dans le cirque, qui est extrêmement colorée. Enfin, c'est très riche visuellement. T'as plein de choses. Comme, Tim Burtonesque, je sais pas si C'est un peu ça, ouais. Mais Oh là, je suis pas d'accord. non, Parce que c'est vrai. ce serait une insulte. Non, bah, c'est pourquoi je dis ça, parce que quand tu vois le dernier Tim Burton, c'est que Dumbo qui se passe au aussi, cirque. oui. Visuellement, c'est Fade. pour moi, je trouve ça très moche. C'est fait en CGI, c'est un peu dégueulasse. Là, dans le film de Guillermo del Toro, putain, c'est riche quoi. Au niveau des décors, au niveau De Last Night in Soho. Hein Plutôt Last Night in Soho dans la couleur. Alors s'il faut la faire une technique. comparaison Ouais, en c'est fait sombre. effectivement dans le choix des couleurs et l'impact qu'elles ont ces couleurs-là, oui éventuellement. Après quand ils basculent, quand ils vont dans la ville, quand ils vont dans la city, ben là par contre Ouais, c'est ouais. terne. C'est beaucoup plus terne, mais volontairement. Et c'est là où effectivement lui va basculer. Quand je disais tout à l'heure, c'est que dans la version originale, la bascule de ce personnage-là, elle se fait non pas de manière brutale, mais elle se construit tout doucement. Là, dans la version de Guillermo del Toro, on sent qu'effectivement que lui, potentiellement, il peut basculer, il peut être fourbe, il peut être manipulateur. Et évidemment, enfin, on sent toute la noirceur qu'il porte en lui. Quand il va se retrouver dans la ville, il va créer son grand spectacle qui sera un vrai show populaire, mais là non pas populaire, élitiste, parce que ce seront Il a décidé que ce soit élitiste après. Ouais. c'est ça, et là tu as les gens qui vont venir, qui vont y assister, ce sont tous les notables tu vois, de la ville, Qui ramène l'argent. Quoi. c'est ça, et lui en plus il va avoir une autre alliée qui est une psy, et cette psy est interprétée par Kate Blanchett, qui joue un peu le rôle, c'est de la femme fatale, c'est comme dans tous les films noirs. D'ailleurs elle est filmée comme elle ça, est tu vois. géniale. Ouais, ouais. Et elle va l'aider parce que du coup elle a les en fait, quand toi tu vas voir ta psy, là c'est sa clientèle, ce sont des gens aisés, ils vont lui faire des confidences. Et ces confidences-là, elle va lui répéter et lui il va pouvoir s'en servir dans ses spectacles, tu vois. Elle a les puissants comme clients, quoi. Oui, Les puissants de la ville. Ok. Non, le film, il est assez patient, je trouve, dans son intrigue, mais en plus de ça, il y a ce que j'aime toujours, c'est dans ces films-là, c'est qu'il y a beaucoup de grilles de lecture. Le personnage de Kate Blanchett s'appelle Lilith. Donc Lilith, on sait qui c'est. Lilith, dans la tradition juive, c'est le démon féminin. Et c'était la première femme de Adam. Avant Ève, c'était sa première femme. On se protège de son danger qu'elle représente en portant des amulettes. Le personnage de Stan, quand il quitte en fait le cirque, Toni Collette lui remet une amulette avec un œil. Tu parlais de l'œil est omniprésent. Oui. Ouais, il y a Même sur le bandeau qui se met autour des yeux. C'est ça. Donc il va porter cette amulette là. Elle, en fait, elle est, comme je disais, elle est psy. C'est dans la mythologie en fait, les succubes, celles qui sont, tu vois, qui servent en fait cette déesse là, elles hantent tes cauchemars et tes rêves. Et lui, il est sujet à ces cauchemars-là. Dans tous ces cauchemars-là, c'est qui rêve des flammes de son père. C'est ça qui sont des rémissances en fait de sa culpabilité, aussi bien de son désir, de son envie, de ses démons intérieurs comme l'alcool, la culpabilité avec effectivement la victime au début, et tout ça, tu vois, ça s'inscrit aussi dans le film, et ça va démarquer c'est cette opposition que tu vas trouver. En fait, le personnage de Kate Blanchett au début, tu penses qu'ils sont complices. Très rapidement, tu te dis, oui, non, en fait, elle est démoniaque. C'est Lilith. Elle le manipule aussi. Et on le verra par la suite. On va pas tout spoiler. Elle a un passé trouble aussi. Mais ouais. Tu sens qu'elle a bien souffert, quoi. Il y a plein de petites lectures de structures narratives qui sont vraiment dark narratives, qui sont hyper intéressantes dans ce film. Au-delà même, en plus, de la beauté formelle du film. Ouais, mais même les décors, style, Art déco, comme ça. Art déco, ouais. Ouais. Ouais, c'est vachement bien. Puis ça influence, des peintres. Bah, je sais pas, Mike, je sais pas si ça t'avait parlé. On était à voir Edward Hopper, c'est il y avait tu te souviens? Oui, au Grand Palais. Au Grand Palais. Et ben, Edward Hopper, il y a des tableaux, c'est comme Nighthawk. Bah, tu vois ça dans ce film. On sent l'influence aussi, tu vois, formelle, picturale, tu vois, de peintres comme Edward Hopper. Et c'est très film sur l'échelle des Del Toro, il est haut. Pour moi, ouais. Pour moi, oui. Enfin, alors c'est très simple. Moi, pour moi, j'ai un rapport un peu compliqué avec Del Toro. Déjà, je n'aime pas la forme de l'eau. Voilà. Ouais, c'est pas le meilleur. Hein. Je trouve, j'aime. Film oscarisé. C'est ça, film oscarisé. Moi,
pourtant c'est une lettre d'amour, c'est un cinéma fantastique, tu vois, d'une époque des années 50 que j'adore, mais ce film a laissé complètement de marbre. Donc déjà, je le trouve bien meilleur. Après, ce qu'il y a, c'est que Del Toro, enfin là où il est très fort, un peu comme Kurosawa, il fait un film d'auteur, il fait un film, tu vois, plus grand spectacle. Mais moi je vais peut-être te surprendre, mais moi trouve que Pacific Rim, c'est un super film. J'adore Hellboy, tu vois, Blade 2, je trouve ça génialissime, tu vois. Il y a certains films, à Crimson Peak, je trouve visuellement c'est très beau. Oui. Mais ça manque un peu de contenu de. J'arrive pas en fait à m'accrocher à l'histoire, tu vois. Enfin, je suis pas ému, je suis pas, tu vois, en empathie avec les personnages. Je trouve que voilà, visuellement c'est très beau. Et là, dans ce film-là, j'ai trouvé ça très beau et en même temps, j'étais happé par l'histoire et les personnages m'intéressaient, voilà. Même si c'est compliqué, pourtant, d'avoir de l'empathie pour le personnage, parce que comme je disais, le personnage de Bradley Cooper, très rapidement, on se rend compte que les monstres, sont les humains, quoi. Les monstres. Mais oui, mais en fait, Guillermo del Toro, il te montrait toujours que les monstres, ils étaient plus humains que les humains. Oui, et donc, du coup, tu avais beaucoup d'empathie et beaucoup même d'amour pour eux. Là, on le voyait dans le Crimson Peak, justement. Ouais, mais Les fantômes, les créatures sont en fait des victimes. En fait, tu sais ce que j'ai pas aimé, c'est que ils sont dégueulasses, les fantômes. Ils sont faits en CGI. Et vraiment un CGI mais qui ne fonctionne pas, qui est vraiment, moi ça m'avait sorti du film. Vraiment, et je me suis, parce que tout est beau, tout est. Ils sont dégueux, oui. Ils sont dégueux. Et tu te dis putain, mais eux, ils doivent me faire, tu vois, je dois sentir de l'émotion avec. Je suis désolé, ça marche pas. Non, moi j'aime bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé effectivement Nightmare Alley, et j'attends de voir son Pinocchio, film d'animation qui sort en fin d'année sur Netflix. À voir. D'accord. Ou non, t'as encore un truc à dire, Eleonore, sur ce film-là ou... Qu'est-ce que j'avais bien aimé ? Ouais, la prestation de Bradley Cooper et le Richard, je crois qu'il s'appelle Richard Jenkins, le rôle du puissant là, de l'homme puissant qui l'embauche. Il est assez terrible. Il est assez ignoble, je trouve. Il m'a fait penser à un nazi, quoi. Vraiment. Ouais, mais alors moi j'aime beaucoup ce personnage parce qu'effectivement, comme tu dis, il est ignoble et en même temps tu comprends sa situation et comme dit, t'as beaucoup d'empathie pour ce monsieur parce que pour ce qu'il recherche, tu sens qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, mais en même temps t'as pas envie de le prendre dans tes bras. Ezra Grindel. Ouais, Ezra Grindel. Ouais. Bon, ça on va pas raconter, mais c'est vrai que ça c'est une super séquence. Dans la version originale, je trouve que la séquence est très belle, mais alors là pour le coup là, cette séquence là, enfin quand il y a une apparition, on va pas vous spoiler, elle est fantastique. Elle est fantastique dans tous les sens du terme, tu vois, et même horrifique, ce qui est pas le cas dans la version originale. Là, quand ça survient, et après ça, il va y avoir un enchaînement de violence et de scènes gore qui sont pas surprenantes dans le cinéma de Guillermo del Toro, mais que dans ce film-là, tu t'attends pas forcément. Et tout d'un coup, quand ça survient, en plus c'est très brutal. Là, il y a sa patte, effectivement. Là, c'est très brutal et tu waouh. Pour la petite histoire, le film aux États-Unis, il est rated, tu vois. En France, il est tout public. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il est fort pour ce genre de scène, quoi. Ok, il est temps de passer Non, pas encore. Je sais pas. Tu devais me relancer sur un sujet. C'est vrai. Je lui ai dit ce matin, je lui ai dit 2 fois. Non, mais d'accord, mais oui. Tu devais nous parler de la mort du cinéma. Non, je vais pas vous en parler. Je voulais qu'on en parle. Justement. D'accord. Parce que on va en parler. Vas-y, dis-moi. Je te rassure. Non, parce que pour moi, ce film-là, ce qui se passe avec ce film-là, quand je disais tout à l'heure que ça faisait du bien de voir des films de cinéma, et on n'a pas toujours le cas de cette chance-là. On a eu des cas récemment, tu parlais de Last Night in Soho. Moi, je parlais de West Side Story aussi récemment, c'est de Spielberg. Il y a ce film-là, ce sont 3 vrais films de cinéma. Je veux dire, au niveau de la mise en scène, au niveau des ambitions, tu vois, de cinéma, on a ces 3 films-là qui sont des très grands films. Ce sont des flops au box-office. Les 3 se ramassent la gueule. C'est une catastrophe. Il y a même l'ami Scorsese qui s'est fendu d'un article, je crois que c'est dans Los Angeles Times, pour dire, je viens de voir Nightmare Alley. C'est un putain de film. Allez-y. Je vois bien que les résultats ne suivent pas. Allez-y. C'est un très grand film. Moi, quand je parle de la mort du cinéma, c'est que très souvent on disait, et moi le premier, et c'est aussi en partie vrai, que les studios sont responsables de ça. Parce que ils ne proposent plus il y a plus de propositions, tu vois, formelles, tu vois, et cinématographiques d'un niveau, tu vois, conséquent. Mais là, quand c'est le cas, les gens n'y vont pas, ne se déplacent plus. Alors il y a Covid, il y a plein de choses, j'entends bien. Mais quand tu vois qu'à côté, alors voilà, c'est nouveau ma marotte, mais quand je vois Spider-Man qui fait plus d'1 milliard en très peu de temps, moi ça me Combien désole. aux États-Unis, quoi? Non mais aux États-Unis,
Aux États-Unis pour. Je veux dire, tu vois, il y a aussi une sorte de polarisation de l'audience de tout ce qui est Marvel aux États-Unis qui est très fort, qui explose les chiffres en fait. Oui. Sachant que nous autres, on pourrait aussi aller au cinéma et voir d'autres trucs films Marvel quoi. De toute façon, inévitablement, les résultats au box-office, tu vois, qu'on appelle, tu vois, aux États-Unis. En fait, donne le là pour les résultats dans le reste du monde. Aux États-Unis, ce qui s'est passé, par exemple avec Nightmare Alley, c'est que les gens réservent en ligne, c'est leur place de ciné, et tu avais les programmateurs des salles qui appelaient les clients, disaient écoutez, vous avez prévu de voir Nightmare Alley le après-demain, vous êtes sûr de venir ? Parce que si vous venez pas, on le déprogramme et on met Spider-Man à la place. Ah ouais. C'est pas un cas, tu vois, à part anecdotique, ça s'est reproduit, tu vois, à grande échelle aux États-Unis. Mais parce que déjà les gens n'y vont plus, parce qu'il y a plus cette appétence-là, et on se rend compte, et on le voit encore tous les jours, les cinéastes qui faisaient venir des gens en salle, ça ne marche pas, donc du coup ils vont où maintenant ? Ils vont sur les plateformes de SVOD. Tu vois, avant il y avait des petits cas, tu vois, à droite et à gauche. On a quand même maintenant, on a eu Scorsese, on a eu Fincher, Del Toro y va aussi, Cuarón, les frères Cohen. Enfin, ils vont tous maintenant parce que ce sont les seuls qui leur donnent des opportunités de faire des films, tu vois, selon leur goût, leur convenance et leur ambition. Mais du coup, ces films-là ne sortent plus en salle. Donc quand je dis que c'est la mort du cinéma, enfin, c'est que le cinéma tel qu'on le connaît, une œuvre cinématographique en salle, je crains vraiment qu'on arrive, tu vois, à ce déclin-là. Il y a eu une renégociation des droits là récemment, tu sais, avec. Mais ça reste propre à la France, tu vois. C'est qu'à la France. Hein. Ouais, ça reste propre à la France. Est-ce que ça peut jouer ça aussi sur les fréquentations des salles Est-ce que c'était bon ou mauvais pour la fréquentation des salles ? J'arrive pas à me représenter. À mon sens, c'est extrêmement complexe. J'ai beaucoup de mal, tu vois, à avoir, tu vois, vraiment un avis définitif sur la question. Pour moi, c'est extrêmement complexe. Je suis pas sûr que ça va ranger les choses, tu vois, au niveau sortie salle. La seule chose, c'est que il y a une obligation pour ces chaînes de SVOD d'avoir un investissement un peu plus conséquent sur la production en France. Je crois Netflix maintenant ils devront investir 40 millions au minimum ou 40 millions de plus. J'ai pas tous les chiffres. Dans le cinéma français, tu veux dire. Dans le cinéma français. Okay. Donc ça peut être effectivement intéressant. Maintenant, à l'échelle, tu vois, internationale et qui plus est aux États-Unis, on se rend compte que les spectateurs ne se déplacent plus pour un certain cinéma de qualité. Je lisais il y a pas longtemps quelqu'un qui disait oui, mais on est un petit peu à cette époque charnière comme on a connu aux États-Unis avant l'avènement du nouvel Hollywood, et que peut-être demain on aura des nouveaux cinéastes qui vont proposer des films, tu vois, du nouvel Hollywood. Mais moi j'y crois pas du tout parce que le nouvel Hollywood quand il débarque, il y a une influence derrière culturelle, contre-culturelle, tu vois, et mouvement hippie, émancipation, tu vois, les mœurs, tu vois, qui explosent. En fait, il y a un terreau déjà. On voit nous notre société actuelle qui est extrêmement sclérosée, qui est extrêmement aussi divisée. Les goûts sont complètement différents. On a plus maintenant, en plus, une tendance à rester chez soi, à consommer des produits culturels chez soi, à ne plus sortir. Ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Il y avait un besoin, tu vois, aussi de sortir. Oui, mais si tu veux, il y a aussi eu le problème du gap technologique qui s'est réduit. C'est-à-dire que maintenant, à la maison, tu peux avoir ton écran OLED incroyable qui te balance des images avec du son de fou. Alors qu'à l'époque, dans les années 90, t'allais au ciné, tu es sûr que le gap que tu avais entre ce que tu as dans ton salon et ce que tu as au cinéma est énorme. Mais alors là où je te rejoins, et ça corrobore ce que je pense, tu vois, c'est que à l'époque, quand la télé est arrivée, déjà aux États-Unis, tous les cinémas ont fait la gueule. On se dit c'est la fin. Donc qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Ils ont dû proposer du cinémascope. Ils ont dû proposer quelque chose d'autre, une expérience, tu vois, au cinéma que tu ne pouvais pas trouver à la télé. Et c'est pour ça qu'il y a dû avoir un investissement derrière. Mais aujourd'hui, les studios, ils veulent pas investir. Au contraire, ils veulent exploiter leurs films sur des plateformes. Alors Warner, ils se sont enfin rendus compte qu'ils se sont fait une connerie parce comme ils ont mis leurs films aussi bien au même moment en salle que sur HBO, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas, qu'ils perdaient du pognon et que ça favorisait, mince, dis-moi, le streaming, en fait, le piratage, pardon. Et Disney, eux, ce qui est quand même aberrant, c'est que Disney, ils ont Pixar. Pixar, c'est quand même la locomotive, tu vois, du cinéma d'animation depuis des années. C'est quand même, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est quand même plus ou moins un gage de qualité. Pixar, c'est la 4e roue du carrosse.
la plupart des films Pixar maintenant sortent sur Disney+. Encanto est sorti quand même. Lui sortir, ouais, mais Ça, ouais. c'en est un, mais il y en a d'autres. On avait parlé de Lucas et le prochain Pixar, ça sort aussi directement sur Disney+. Ils ne veulent plus investir la salle. Donc moi, franchement, parce qu'il faut quand même se dire, on me dit oui, mais on s'en fout, c'est pas grave, on le regarde à la maison. Effectivement, on a des grands écrans, on a des projecteurs. Il y a des films qui sont pensés pour la salle. Il y a de la mise en scène est pensée pour la salle. Maintenant, maintenant tu dois t'affranchir de ça et du coup penser ta mise en scène par rapport à la télévision. Tu fais des séries, tu vois. Tu fais plus de cinéma. Mais t'as raison, mais du coup, est-ce que, à ton avis ou à votre avis, les salles de cinéma sont pas restées un peu ancrées, tu vois, technologiquement dans. En gros, il est temps de changer, il est temps d'évoluer, peut-être proposer d'autres choses au cinéma, voir comment technologiquement offrir une sorte de révolution pour attirer les gens à nouveau, pour proposer quelque chose qu'ils trouvent pas à la maison. En plus, ils peuvent même plus. Ajouter l'odorama. Non, je veux dire, il y a eu la 3D par exemple. Je veux dire, Avatar en 3D, c'était une vraie expérience. Et le sauveur, le Messie qu'on attend, c'est Avatar 2. Et encore qu'on attend. Là, c'est pareil. Disney, normalement, Avatar 2 sort, cette fois-ci, c'est acté en décembre de cette année. Tout à fait. Voilà, c'est prévu. Avec beaucoup d'eau, apparemment. Avec beaucoup d'eau. Est-ce que vous avez entendu vraiment de la com? Pour l'instant, il n'y a que dalle. Rien. Mais ici, c'est prévu. Enfin, je veux dire, leur campagne marketing, elle est déjà agendée depuis longtemps. Ouais. Le premier Avatar, ça avait commencé 2 ans avant. 2 ans avant la sortie. Sauf que Disney, Avatar, ils sont pas sûrs de leur coup, tu vois. C'est Disney Avatar du coup. Non, c'est Disney, tu vois. Et parce que eux, ils ont d'autres choses, hein. Ils ont d'autres locomotives, hein. Ils ont Marvel, Star ils ont Wars, compagnie, c'est ça. Donc et même, je sais pas si vous avez remarqué, nous on a vu Star Wars, on a vu Avatar à l'époque, ça a été une claque visuelle, tu vois, c'était un En spectacle 3D, de fou. c'était fou. C'était une des rares fois où la 3D se justifiait, il fallait le voir en 3D. Oui. C'était vraiment une claque énorme. Les gamins aujourd'hui, Avatar, quand tu écoutes, tu regardes sur les réseaux, machin, les gamins, ils en ont rien à foutre d'Avatar. Avatar, ça n'existe pas, c'est un truc de vieux. Donc il va falloir les chercher, ces gamins. Tu vois, pour qu'ils temps quand même. ça fait trop longtemps. Mais oui, ça fait trop longtemps. C'est une arlésienne depuis une douzaine d'années, voire plus. Donc il va falloir faire venir les gens en salle. Nous, on ira peut-être, mais les plus jeunes, c'est eux, tu vois, qui font le public maintenant au cinéma. Il va falloir les y emmener. Donc si Disney, ils mettent pas en marche, tu vois, la com. Moi, je sais quoi faire. Un crossover, Avatar Marvel. Bah oui. Dans le prochain film Marvel, tu prépares le terrain. C'est ça. Et en gros, c'est comme ça que tu Et Pour oui. le plus grand plaisir de Mathieu. Bien sûr. Là, je suis à un malaise. Là, je suis à un malaise. Mais moi, et comme dit James Cameron, c'est le seul qui éventuellement, j'espère qu'on ne va pas se tromper, peut proposer un nouveau. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Lui, il a toujours dit ce qu'il veut proposer, c'est de la 3D sans lunettes, tu vois. Mais il faut que derrière les salles puissent suivre. Technologiquement, faut que. Ah ouais. À Sarreguemines, faut que ça tourne, hein, les gars. Oh. Vous racontez quoi, là, quand même. Mais ouais, après, ce qu'il y a, c'est que aux États-Unis, les gens, bref, Paul Thomas Anderson le disait il y a pas longtemps, je crois, dans une interview, je me demande si c'était pas dans les cahiers du cinéma. Il disait que lui, ça l'étonne pas qu'aux États-Unis, les gens fuient les salles parce que effectivement, les tickets sont très chers. Nous, on se plaît en France. Aux États-Unis, c'est une aberration. Hein, c'est encore pire. C'est extrêmement cher. Mais à différence de chez nous, là, je prends l'exemple de Strasbourg, nos salles, elles sont chouettes. Aux États-Unis, il disait, la plupart des grands multiplex des grandes salles, Crado, c'est crado. Les sièges sont pas changés. Il y a rien qui est rénové pour la plupart du temps depuis au moins 10 ans. Enfin, les gens ils se disent, mais attendez les gars, je paye, je dis n'importe quoi, je dois payer $15 pour le ciné. J'y vais avec les gamins. Les Américains, ils vont pas dans la salle sans popcorn. Il y a le parking. En plus, les sièges sont nuls. Il y a des fois une qualité, tu vois, qui suit pas forcément. Oui, tu te ruines pour une mauvaise soirée. C'est ça, forcément, les gens n'y vont pas. Donc, Paul Thomas Anderson, il disait, oui, effectivement, il y a un problème de production, il y a un problème, les studios ne suivent pas, il y a plein de soucis. Mais à un moment donné, il faut aussi que les exploitants de salles, ils se sont enrichis depuis suffisamment longtemps. Maintenant, il faut qu'ils investissent aussi. Le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux et c'est que les gens ne vont pas en salle, donc il n'y a plus d'argent, donc on n'investit pas. Enfin, moi, je suis très pessimiste. Mais les plateformes, elles existent depuis un bon nombre d'années maintenant. Netflix, tout ça. Il y a quand même des propositions de cinéma comme Nightmare Alley. Tu vois, il y a quand même des studios qui ont encore l'audace de créer des... Attends, non, tu t'es trompé. Nightmare Alley, tu passes sur Netflix. On l'a vu au cinéma, Nightmare Alley. Ah oui, non, je parle au cinéma. Non, mais je veux dire, les plateformes existent de leur côté depuis des années, mais ça n'empêche pas certains studios, c'est ce que je veux dire, d'investir quand même dans des films, des propositions de cinéma en salle. Oui, mais et ça va pas s'arrêter. Si, c'est pas un... Je pense que c'est pour ça que j'en parle en fait. C'est que
Non, mais Petit non. à petit, c'est ça. Non, en fait, on l'a vu par exemple, tu vois, avec même si j'ai pas tellement aimé le film, mais notre ami Ridley Scott quand il fait Dune. non, Ridley Scott quand il nous fait Last Duel. Last Duel, ça a pas marché. Et du coup, ils se rendent compte que pour Ridley Scott, il a du mal maintenant à trouver des investissements pour ses prochains films. Ah, il s'y prend mal aussi. Il s'y prend mal. Edgar Wright a dit maintenant, faire un film qui a une ambition telle que Last Saw, je vais avoir du mal à trouver maintenant des investissements. Guillermo del Toro, quand il fait Pinocchio, il a uniquement la possibilité de le faire parce qu'il y a Netflix derrière. Ça devient de plus en plus compliqué pour ces auteurs. Ok. Moi, j'attends le deuxième ici qui est Spielberg. Je pense que le film ne marchera pas, mais il y a son nouveau film qui sort cette année, qui est un film sur l'enfance de Steven Spielberg. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas écrit en plus une histoire qui est hyper intime. Donc voilà, j'attends ça, mais c'est pas un biopic sur Spielberg par Spielberg qui va faire venir du monde dans les salles. Ça, c'est sûr. West Side Story a ramené pas grand. Bah que dalle. Tu vois. Matrix, on peut en penser ce qu'on veut. Un flop aussi. J'ai envie de dire, on est toujours retombé sur nos pattes entre guillemets dans l'évolution de la technologie et notamment du cinéma a toujours montré ça, et dans le jeu vidéo c'était pareil. C'est que tôt ou tard on s'approprie les outils et on trouve toujours des manières de technologiquement réintéresser les gens, reproduire des œuvres intéressantes qui s'adaptent, etc. Donc effectivement la mort du cinéma arrivera peut-être tôt ou tard, mais ça m'étonnerait pas qu'on crée d'autres choses qui puissent intéresser les gens et puis continuer à produire du bon divertissement. Bah écoute, que Dieu t'entende. Tu es la voix de la sagesse et j'espère que tu as raison. Bon, il est temps alors de passer au deuxième sujet d'actualité pour cette émission. C'est du côté de Netflix que ça se passe avec sa grosse sortie de début d'année, Mother Android, que je disais disponible depuis le 7 janvier sur Netflix. Alors, Julien nous rejoint pour... Ça corrobore ce qu'on disait, hein, la mort du cinéma. La mort du cinéma, voilà, elle est là. Elle est là, la mort du cinéma. Toi, tu l'as pas vu, hein, c'est ça. Tu as échappé. J'ai esquivé une balle. Ouais, c'est ça. Tu peux encore le regarder. Tu fais un petit pitch? Non, c'est ça, pas nécessaire. c'est pas nécessaire et je le maîtrise pas. Le pitch de Mother Android, enfin, pas jusqu'au bout en tout cas. Bon alors, vite fait, un monde dystopique. Oui, ça oui. Grosso merdo. On suit un couple, une jeune femme qui attend un heureux événement, mais ça semble pas si heureux que ça. Et le film débute où elle a fait un test de grossesse. Il semble qu'elle est enceinte. Eux, dans ce monde dystopique, avant que ce soit une dystopie, en fait, sur un futur proche où des androïdes, c'est un peu comme Terminator en fait. Hein. Et il y a des androïdes un petit peu partout qui prennent le pouvoir. Oui, mais avant qu'ils prennent le pouvoir, ils nous servent, ils sont au service de nous. C'est ouais, vas-y. Hein non, mais c'est un film qui a la croisée de Terminator et Les Fils de l'Homme. Voilà. Grosso modo, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Sacré héritage. Oui. Bah après, tu en fais ce que tu veux de l'héritage. Là, ils l'ont dilapidé complètement. Mais de toute façon, le film, dès le départ. Alors, je vais juste commencer par quelque chose pour juste vous donner un nom. Ceux qui nous suivent et qui ont l'intelligence de suivre notre brillant podcast, ils se souviennent qu'on avait fait un fameux épisode sur Project Power, qui était déjà une production Netflix, et ils ont pris là le même scénariste qui s'appelle Mason Tomlin, et donc qui réalise Mother Android et qui a été fait donc le scénario inénarrable de Project Power. On était tous d'accord que c'était déjà une bouse, mais c'était une bouse colorée. Oui, colorée. C'est vrai. C'est vrai, le Mara. On en prenait plein les yeux, ça faisait des fois un peu mal à la rétine. Mais il y avait un côté rigolo, bête, con, mais rigolo. Voilà. C'est vrai. Là, Mother Android, c'est pas rigolo. C'est au-delà de la bêtise. C'est insipide au possible. Il n'y a rien. Il y a des aveux d'échecs dans ce film-là qui sont assez dingues. Le film débute, c'est quand tu disais, ouais, à la croisée des chemins avec les androïdes. Il y a quand même un androïde. C'est parce que c'est le climax. C'est ce qui va nous faire comprendre qu'on va basculer. Il y a un androïde qui va souhaiter, en fait, un joyeuse Halloween aux personnages principaux qui sont... Je le suis. Mais c'est pas Halloween, c'est Noël. Ah oui. Parce que maintenant, on bascule dans l'horreur. Et oui. Tu vois, on souhaite pas un joyeux Noël, on se souhaite un joyeux Halloween. Et ça, toi, spectateur, et comme eux, les personnages, se rendent compte que là, on bascule. Parce que quand on a un androïde qui te souhaite ça, et quand tu parles d'un postulat aussi bête pour te faire comprendre pour qu'il y ait une révélation, tu te dis, alors là, mets ta ceinture, ça va aller loin. Mais... Ça va swinguer. Ah ouais, ça va swinguer. C'est interprété par Chloé Grace Moretz. Ah oui. Qui, comme d'hab, est mauvaise. Voilà. Au moins, elle, c'est bien. Tu vois, non, mais c'est vrai, c'est régulier. Alors, avec elle. Elle joue dans Kick-Ass, non?
Oui, elle joue dans Ouais. Kick-Ass, oui. C'est la Zombieland petite qui aussi. met des lattes à tout le monde, c'est elle. Les Zombieland aussi, c'est elle. Non, Non. non, pas Zombieland. Je crois Ah, non, Zombieland, non, c'est non, l'autre non, qui lui non. ressemble. Exact. Ok, Oui, je vois. dont j'oublie toujours le nom. Qui casse. Ouais, elle joue dans Kick-Ass. Bah, non, mais enfin bon, moi j'aime pas trop cette actrice. Je trouve je sais pas, elle dégage rien, elle a pas de charisme, elle a rien. En fait, dans ce film, il y a une séquence avec elle. Après, je vous passerai vite la parole, mais il y a deux séquences qui, pour moi aussi, sont assez révélatrices de à quel point le film a très peu d'ambition et ce sont constamment des aveux d'échec. Il y a donc ce couple-là qui se retrouvent, ils se barrent en forêt, donc on est un peu dans le survival. Il y a un moment donné, ils vont se retrouver dans un camp de militaires. Hein, c'est ça. Hein. Et puis donc ils vont dans ce camp, on leur prend leurs armes, on leur prend leurs affaires. Et donc le chéri de Grace Chloé, il va à un moment donné, il va avoir une altercation avec un autre militaire. Oui, Sam. Voilà. Comment il s'appelle Sam? Il s'appelle Sam. Sam. Pourquoi ils y sont? C'est quoi l'enjeu? Ils doivent faire quoi? C'est En quoi fait, leur quête? eux, ils veulent trouver une espèce d'Eldorado, c'est ça? Hein En fait, ce qui se passe, c'est donc, comme dit Mathieu au départ de l'histoire, au moment où les machines, donc du coup, les machines sont les majordomes, on les utilise, ils sont dans notre vie de tous les jours. Il y a une mise à jour qui tombe via les téléphones et donc grosse mise à jour. Tout part en sucette et les machines deviennent violentes et s'attaquent aux humains. Donc on est en post-apo. La machine est l'ennemi. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle est plus trop amoureuse de lui. En fait, ils savent pas trop ce qu'ils veulent et tu sens que l'enfant est pas Et nous non spécialement désiré. Mais au moment où elle est enceinte, c'est trop tard. Voilà, le tout bascule et à partir de ce moment-là, elle a un enfant à venir. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est rejoindre Boston et c'est un peu le salut, c'est le dernier bastion Parce humain. que Boston, non, c'est la terre promise. Non. Fallait s'y accrocher. Non, Boston, c'est le dernier bastion humain qui tient, d'accord? Parce que généralement, en fait, attaqués par les machines, les grandes villes, au bout d'un moment, elles claquent un IEM, mais qui bousille toute leur défense. Et à chaque fois, si tu veux, les machines sont tellement nombreuses C'est que Matrix, les villes tombent. Mais non, mais c'est un ersatz de tout ce que t'as eu jusque-là. C'est ça qui est un peu aussi. Ils sont dans un grand bain et ils se noient clairement le film quand tu fais ça. Et ils ont un no man's land à traverser pour arriver à Boston parce que de Boston partent des bateaux qui vont en Corée où sont acceptés femmes et enfants. Et là-bas, apparemment, ils peuvent survivre. Les machines, eux, ils n'ont pas eu la mise à jour en Corée du Nord. Ils n'avaient pas de téléphone. ça. Samsung, c'est plus costaud. Ouais. Arrêtez Ça tient Apple. le coup. Voilà. Ah ouais, c'est une mise à Et jour donc, Apple. l'enjeu, si tu veux, c'est comme elle est presque à terme, c'est de traverser ce no man's land qui est très dangereux. Parce que le moindre bruit peut te faire repérer. Si les machines te repèrent, enfin, les majordomes Comme dans Sans un bruit. Ouais, c'est Plus un ou gars moins, de tout. un bruit. L'idée, c'est un peu ça, voilà. Et ils doivent donc traverser cette grande zone avant qu'elle n'accouche, parce que de faire la même chose avec un bébé qui pleure, Impossible. voilà, c'est pas gérable. Donc du coup, voilà, ils sont obligés d'avoir cette traversée. Là. Après qu'on ait vu les choses déjà 1000 fois, pour moi c'est pas un problème à partir du moment où tu Proposes une t'accapares nouveauté. ça et puis tu te proposes quelque chose de neuf. La toute première scène est sympa quand même. Au moment où les machines deviennent violentes, il y a 2-3 trucs qui se passent. Ouais. Ah, c'est du gentil. Oui, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de pire. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais après, pour moi, comme je disais, il y a à un moment donné, il y a cette altercation avec un militaire, et puis donc du coup, ils vont se battre. Ouais, c'est vrai, c'est là qu'on en arrive. Et dans ce no man's land, à un moment donné, il y a un petit bastion aussi de militaires qui tient, et c'est ce fameux camp militaire où ils se retrouvent tous les deux. Quoi. Voilà. Ok. Et là, en fait, quand il y a cette fameuse bagarre, et ben tu dis ça va se battre. Bah non, ok. Plan de coupe, on retrouve nouvelle Chloé, ellipse totale, et en fin de compte, tu n'as rien vu de la bagarre. Mais il s'avère que Sam a gagné. Sam, pour te dire, c'est un monsieur assez frêle. En face de lui, c'est un Golgoth surentraîné militaire. Si tu vois le combat, Suspension d'incrédulité. déjà, ce qu'il y a, c'est que tu montres pas le combat parce que tu ne sais pas, à mon avis, quoi faire de la manière de chorégraphier, la manière de mettre en scène ce combat. Il a déjà montré avec C'est ce qu'ils Project avaient Power. déjà fait à l'époque. Avec Project Ouais. Power, déjà, il ne savait pas maîtriser en fait les combats. Donc, bon, tu t'attends à ça. Mais le seul souci, c'est que comme Sam, il gagne, ça doit être pour nous, ça doit caractériser le personnage. Pourquoi il gagne? Est-ce qu'il est quand même un peu un androïde? Je sais pas, tu vois, je suis plus des choses. C'est pas possible parce qu'il a mis l'autre enceinte, tu vas me dire. Mais ça doit quand même caractériser quelque chose de ce personnage. Si lui est capable, Il a peut-être que des parties Android et d'autres parties humaines. Peut-être. C'est sa capacité à se défendre, en fait, qui Non. est mise en doute quand même. en fait, c'est Pendant ça. un temps. En fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, il va castagner le militaire. Donc, il est vraiment un costaud. Et apparemment, vraiment mal. Hein. Il y a quand même un officier qui va dire l'autre, il est quasiment à l'article de la mort. Hein. Il nous l'a défoncé. Donc, tu dis que potentiellement, ce Sam, il est quand même incroyable. Il y a un petit truc. Il y a un truc. Il est dangereux, on se dit. Ouais. C'est ça. Sauf Tellement. que ce sera plus jamais exploité
Au contraire, ce sera une victime. Donc, oui, d'accord. quand moi tu me présentes ça, et Ça que- neutralise tous les faits. Ben, c'est ça. Quand tu éludes cette scène, tu te dis bon, ok, ça signifie quelque chose. Tu dis oh, le mec, effectivement, comme tu disais, le mec est dangereux. Ça cache quelque chose. On va le voir par la suite, on va pouvoir l'exploiter. Pas du tout. Nul, zéro. Il se fait choper. Enfin, par des méchants. C'est fini. On n'en parle plus. C'est un tocard. Autre scène qui, pour moi aussi, est assez évocatrice que les mecs ne savent pas assumer. Il y a, vous allez me dire, ça peut paraître idiot, mais la Chloé. J'ai toujours Chloé, je sais plus comment elle s'appelle dans le film. Elle s'appelle Georgia. Georgia, Ouais. de mieux en mieux. Georgia, à un moment donné, donc elle est enceinte, elle se dévêtit devant son compagnon. Comme tu le disais, il y a plus tellement de relations amoureuses, tu vois, entre eux. Ouais, même ils se mettent des pics. En fait, c'est ça, s'il n'y a pas d'alchimie entre deux, on a C'est l'impression ça. qu'ils s'aiment pas, en fait. Ils assument juste leur gosse. Voilà. Mais ils sont quand même très proches par nécessité. Elle cache sa poitrine. Elle est montrée, elle est filmée en fait de biais, en cachant sa poitrine. On voit son ventre, tu vois, de femme enceinte. Moi, quand je vois ça, je me dis, quelle est l'utilité de montrer cette scène? Soit tu montres en fait la relation entre les personnages qui effectivement sont dans la distance, et donc du coup, tu la tournes de dos, ou tu lui demandes à lui de sortir. Mais le fait de la mettre de profil et de cacher sa poitrine, pour moi, ça sous-entend que je ne sais pas où placer ma caméra, je ne sais pas quels sont les sentiments des personnages, mais je suis assez prude tout de même pour ne pas vous montrer ma poitrine. Parce que soit elle montre sa poitrine, elle est de profil ou même de face, parce que elle assume et parce que c'est son compagnon, elle a aucun problème à être nue devant lui, ou alors tu la mets de dos, pour montrer qu'effectivement il y a une distance qui s'installe, ou alors tu zappes la scène parce qu'elle n'est pas nécessaire. Tu vois Oui, si elle veut pas montrer ses seins, par exemple, tu dis, bon, bah, Parce cette actrice, elle veut pas, bah, on le fait pas. Bah c'est ça. Et donc du coup tu montres pas la scène parce qu'elle n'apporte rien. Donc ça c'est une scène qui ne caractérise pas les personnages et qui peut éventuellement jeter même le trouble. Tu te dis mais pourquoi l'utilité de cette scène là? Pour moi c'est un révélateur. C'est typiquement le genre de scènes qui sont inutiles. Le cinéaste n'a pas de point de vue, sait pas où placer sa caméra, il ne sait pas ce qu'il veut dire, mais il veut mettre une scène comme celle-ci, sauf que l'actrice elle veut pas montrer sa poitrine, ce que je peux parfaitement comprendre. Elle a raison parce que c'est pas utile dans le scénario. Et des scènes comme ça, il y en a plein. Et quand tu les mets bout à bout, ça ne raconte rien. Du vide. Et ça, je me dis, merde, c'est la vitrine du début d'année pour Netflix. Pour moi, ça donne un peu le là de toutes ces productions Netflix. Je parle pas, tu vois, comme on a dit tout à l'heure, des cinéastes, tu vois, qui donnent carte blanche pour faire des grands films. Mais c'est parce que des productions de ce acabit-là, on en a plein quand même sur Netflix. Hein. Ouais, c'est vrai. Sortent régulièrement. Il y a eu l'autre truc avec pas longtemps là avec Ryan Reynolds. Red Notice. Red Notice. Oui, bah, là, il y a une envergure encore autre. Oui, mais t'as raison. C'est ça. hein. Voilà, Oui. la production que tu regardes, t'oublies et puis qui est très mauvaise quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais il y a eu toute une série de films comme ça un peu fantastiques qu'ils ont fait où il y avait quelques noms un peu. Il y en a eu un avec Whittaker. Il y en avait eu 2-3 autres aussi qui sont un peu SF horror comme ça. Il y a eu 2-3 choses et souvent ça fait un peu pchit. Ça reprend un peu des codes de grands trucs qu'on a déjà vus. Et il y a toujours un truc qui fonctionne pas bien et qui fait que tu restes sur ta faim quand tu regardes le film. Ouais. Et là ils sont aussi beaucoup axés sur parce que c'est que le film s'axe sur la relation entre les deux protagonistes là, donc du coup c'est-à-dire le monde post-apo, on a déjà vu, les machines prennent le dessus, ok, on a déjà quasiment éculé les trucs, c'est clair. Et maintenant du coup on se concentre vraiment que sur comment est-ce que tu vas gérer ça quand t'es enceinte. Voilà, grosso modo ça va être ça, quelles sont les décisions qu'ils vont prendre et quel est le but, parce que par exemple justement parce que je faisais le pendant tout à l'heure entre que c'était je disais que c'était la croisée de Terminator et des Fils de l'Homme. Les enjeux qu'il y a par exemple dans les Fils de l'Homme, c'est-à-dire de sauver l'enfant, c'est pas pour rien parce que ça véhicule énormément de choses, c'est très important. Là, ça n'a aucun autre but que de sauver cette vie-là. Oui. Tu vois, Et même en termes tu vois, de tension que ça peut générer dans je veux dire, Mathieu parlait de Sans un bruit. C'est là qu'elle est enceinte, hein. Oui. Elle est enceinte dans le premier. Il y a toute une scène où elle est en train d'accoucher limite dans la baignoire et qu'il y a les machines qui arrivent. Et t'es sous tension. Et t'es sous tension. Ouais. Et du coup, effectivement, de Là, le refaire là. Là, pas du tout. Voilà. Là, effectivement, tu n'as jamais de crainte pour eux. Jamais. Voilà. Tu t'en fiches. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce film-là est produit par Matt Reeves. Matt Reeves, c'est le réalisateur du prochain Batman. Et le gars, là, Matt Tomlin, il travaille sur le prochain Batman. Ça dure 3 heures. Hein. Donc, moi, j'étais assez emballé pour le prochain Batman avant de lire ça. Ça me refroidit un petit peu. T'as vu l'affiche? La dernière affiche, là, Elle est hideuse. elle est dégueulasse.
Ah. Autant la précédente qui était plus sobre avec Ouais, des tons ouais. rouges, moi j'ai trouvé assez éclat. Celle-là, parce elle est que, hideuse, la dernière. Celle-là, elle est. Infâme. On le fera pas franchement, en ce film-là en podcast, en épisode actu sur Batman. Batman. Ouais. Bien sûr qu'on le fera. Ah. Bah si, non Je mais sais c'est, enfin, Je suis bah pas si, 3 heures au cinoche pour regarder ça. Hein, je suis non désolé. mais. Je Écoute, passerai le micro à quelqu'un d'autre. bah si tu veux, tu regarderas à la place les 7 mercenaires puisque tu es un fan de Kurosawa maintenant C'est ça. qui dure 3 heures. Non mais je suis désolé. Enfin, même si je suis pas un fan de films de super-héros, on peut pas passer à côté du dernier Batman de chez DC. Enfin, voilà, je pense que Ça c'est sort intéressant. Mars ou non mai, je sais plus. Ah ouais, ok. J'ai Au le temps printemps. de me préparer. Non, je pense qu'il J'ai le faudra temps de quand me même traiter. préparer, c'est bon. Je pense qu'il faudra quand même en parler. Mais en tout cas, D'accord. Mother Android, du coup, ça a l'air bien nul. C'est bien nul. Ouais, puis tu sens qu'il y avait. Alors déjà, il y a eu les problèmes de réal pendant période Covid, début Covid en plus, donc ils sont un peu forcés d'être à l'extérieur, d'avoir moins de monde sur les scènes. Je sais pas si ça aurait rajouté quelque chose, mais ça se sent déjà. Il y a pas beaucoup de budget. Tu sens dans la SF qui est utilisée, qui est vraiment chipouille. C'est carrément, ça se voit salement même. Là, c'est même pas kitsch en fait, c'est juste mauvais. Il y a un truc avec un drone qui les poursuit. Oh C'est- putain. Ah oui, j'ai oublié. Non mais ça c'est horrible. Non, c'est assez mal foutu quand même. Même si, ouais, bon, du coup, ce qui est censé apporter Oui, quand énormément ils font de la course à tension. moto là, ils sont poursuivis. Là. Ouais, la te l'apporte pas trop et t'as aussi une scène un peu qui est censée être angoissante où elle doit infiltrer un endroit qui est bourré d'androïdes pour aller justement le sauver lui. Ok. Alors qu'en fait il s'est sacrifié pour qu'elle se barre et puis elle remet les deux pieds là-dedans. Enfin bon, qui fonctionne pas trop parce que je sens rentrer dans les détails, mais elle est équipée d'un truc qui est censé la rendre invisible aux yeux des androïdes. Alors même s'il y a un twist qui explique la mauvaise facture de ce qu'elle a sur le dos, tu vois, parce que ça ressemble plus à des bouteilles on dirait des bouchons de bouteilles qui ont été Collés sur une pressés veste. pour faire un gilet. Quoi. Tu prends un caouet, tu mets des bouchons de bouteille, tu sais débranquiller quoi. Et ça c'est un peu bizarre à comprendre et puis bon voilà. Mais tu sens aussi que c'est un peu low production et puis que Allez, au comme- Laker, on va passer à une rubrique les coups de cœur. Ferme- Hein, non, allez. c'est même pas ferme ta gueule, c'est juste, Ouais, un petit peu c'est quand juste, pas du tout. C'est juste qu'on a, je veux dire, Ouais, je on a pense tout qu'on a dit fait le sur tour. ce film-là. Ouais, Et allez puis, le voir, allez le pour, voir sur les- Ouais, c'est ça. Bon, on a tout dit, regardez-le. Ne passez pas à côté. C'est ça. Eh oui. Bon, allez, coups de cœur, la rubrique des coups de cœur. Allez, qui veut commencer? T'as vu comme il expédie Ouais, non, maintenant mais des Allez. fois, il expédie. On est, j'ai Ouais, pas que ça à mais foutre. parce- Allez. Non, mais parce que t'as Déjà- l'impression qu'il s'ennuie en Mais fait. c'est ça. là. Mais en fait, Pas déjà du qu'on Allez, attendait si son on en est avis, marre. c'est ça. Il nous donne pas son avis et en plus il nous expédie. Ah, dis donc, merci l'animateur. Bon, allez, les coups de cœur. Allez, Allez, c'est parti. Dans la tradition, Allez, Lolo. je vais commencer. Et dans la tradition, je vais parler de Jeux vidéo. ouais, jeux vidéo. Directement en lien avec Yojimbo, j'ai un peu cherché. En fait, c'était pas très compliqué de trouver quelque chose parce que, comme on l'a dit, Yojimbo a apporté plein de choses au cinéma, mais évidemment a apporté aussi plein de choses aux jeux vidéo, puisque le jeu vidéo s'intéresse beaucoup à ce que fait le cinéma et s'en inspire aussi souvent. Du coup, là, je vais rapidement parler d'un jeu qui s'appelle Ghost of Tsushima, qui est un jeu sorti l'année dernière sur PlayStation. Qui est depuis sorti sur PC, qui en fait raconte l'histoire. On joue nous un Ronin, donc un guerrier, qui donc doit défendre son île, puisqu'il est aussi de statut noble. Il doit défendre son île de l'invasion des Mongols. Donc ça se passe pendant l'époque Kamakura, donc entre 1185 et 1333, donc c'est à peu près par là. Et en gros, toi, en tant que joueur, tu te déplaces sur cette île et donc tu rencontres plein de gens qui y habitent et tu dois défendre aussi les peuplades face aux ennemis mongols. C'est vachement bien fait parce que du coup, tu te déplaces dans des environnements qui sont donc qui représente forcément le Japon, donc c'est assez cliché, mais qui représente aussi beaucoup les œuvres japonaises de films de sabre. Donc des fois tu rentres un peu dans des villages perdus comme ça, avec de la pluie. Il y a des mises en scène assez cool où tu vas affronter tes ennemis et l'originalité du jeu tient dans son système de combat, parce qu'en fait tu vas affronter donc des ennemis qui sont équipés différemment. Tu vas par exemple avoir des lanciers, des gens avec des boucliers et des sabres, des choses comme ça. Et toi, en fait, en tant que Ronin qui maîtrise plusieurs styles de combat, tu vas devoir, pendant que tu te bats, donc pendant que tu joues, changer de style de combat par rapport
à l'ennemi qui te fait face. Donc si tu es un mec avec un bouclier, tu vas devoir adopter une certaine position de combat pour pouvoir donc toucher plus rapidement ses points faibles et donc forcément l'abattre plus rapidement. Donc ça donne quelque chose de très dynamique parce que souvent tu es assailli d'ennemis qui ont des styles différents, donc c'est à toi de t'adapter, etc. Tu utilises des accessoires pour des grappins pour te propulser sur les toits, pour attaquer de dessus, etc. Donc c'est vraiment très dynamique. Et comme je disais, en plus tu découvres, il y a tout comment dire, une image très poétique du Japon où tu vas te balader dans des environnements cerisiers, tu vas te reposer dans des bains, voilà, il y a aussi un côté très paisible au-delà de la guerre que tu fais tout le temps. Et du coup, tu dois progresser petit à petit sur ton île pour regagner des camps qui ont été pris par les Mongols, etc. Donc c'est très très bien. C'est un jeu que vous pouvez acheter maintenant pour, je pense, une 30aine d'euros. C'est pas très cher. Et puis ça peut durer quand même entre 60 et 80 heures de jeu, hein, si on pousse un peu. Donc c'est assez long, hein, ça à faire. Donc c'est plus long que le prochain Batman, du coup. C'est très plus long que le prochain Batman. Et l'histoire est assez chouette à suivre. Il y a plusieurs arcs narratifs sur une même trame principale. Voilà, avec des histoires bien racontées, bien écrites, de personnages à aider, etc. Donc voilà. Si vous aimez le genre, si vous avez aimé le film de sabre, le Japon, etc., c'est un jeu, c'est indispensable à tester. Cool. Merci Lolo. Eleonore ? Alors moi j'ai ramené une BD, je fais original. Oui. Et ça s'appelle donc Yojimbot, Silence métallique, donc de Sylvain Repos, qui s'est aussi inspiré de Kurosawa, qui aime beaucoup les Gundam, les styles de gros robots japonais. Un peu comme les Transformers, tout ça. Très très beau. Et quoi donc ? C'est très très beau, je disais. Le bouquin, tu l'as lu ? Oui. Ouais. Et alors pourquoi cette BD ? Parce qu'il s'agit de l'histoire d'un Yojimbot, un robot samouraï trop stylé, parce qu'il porte aussi un super kimono et un katana. Et de sa rencontre avec Hiro, donc un jeune garçon perdu dans un environnement post-apocalyptique. Et l'histoire se déroule en 2241. Et le Yojimbot va le protéger. Car Hiro et son père sont poursuivis par une troupe armée parce qu'ils ont des infos qu'ils ne doivent pas divulguer et bruiter. Et donc le père meurt et Hiro se retrouve seul avec le Yojimbot pour rejoindre la tour numéro 4 où il y a des amis qui les attendent. Et lors de leur périple, ils vont croiser d'autres Yojimbots qui vont combattre à leur côté et contre un ignoble individu parce qu'il y a toujours un grand méchant, tant et si bien qu'ils finissent par se lier d'amitié. Et au fur et à mesure, on va sentir que les robots s'humanisent un petit peu et le lecteur va aussi s'attacher à eux comme Hiro. Alors je sais pas toi, moi j'ai adoré esthétiquement le bouquin. Ouais. Par contre, j'attends vraiment la suite. Mais oui. Parce que j'ai un peu resté sur ma faim, tu vois, dans le développement du truc. J'ai pas eu le waouh qui me lance sur l'histoire ou quoi. Donc, ça va sortir, je crois que c'est le 2 février. Voilà, t'as le deuxième tome qui va sortir. J'attends avec impatience la suite. Ouais. Et à la fin de l'album, t'as aussi la possibilité, t'as un QR code où tu peux, qui amène vers une web série sur Webtoon Factory. Donc c'est une BD à scroller en fait sur ton smartphone. Et ça s'appelle Yojimbot Stories et c'est la première saison se déroule avant l'histoire de Yojimbot. Ah chouette, ça. Ouais. Ça. Cool. C'est pas mal. C'est en attendant la sortie du 2e tome. Ouais. Et comme je pensais que peut-être t'allais en parler du Yojimbot, j'ai prévu un deuxième coup de cœur. J'aurais pu, c'est vrai. Donc c'est Bushido, là c'est la littérature plutôt jeunesse. Donc c'est l'histoire de Yuki qui est un commis de cuisine et qui veut devenir un samouraï coûte que coûte. Il va alors à la rencontre d'un ronin acariâtre qui n'a aucune envie de lui apprendre les rudiments des samouraïs. Mais évidemment, Yuki va insister pour arriver jusqu'à ses objectifs. Et ça, c'est une très bonne BD jeunesse, même adulte. Moi, j'avoue, j'ai bien ri, c'est plein d'humour et très coloré. Et sinon, comme il y a pléthore d'ouvrages sur le sujet, comme tu disais, des samouraïs, il y a aussi un anime qui s'appelle Samurai 7 qui reprend les 7 samouraïs mais version SF. Donc avec des grands des vaisseaux spatiaux et des hybrides, des hommes-machines, etc. Donc bien loin de Kurosawa, mais en manga ça ? C'est en animé. En animé. Ouais, il s'est inspiré des 7 samouraïs. Et un dernier, donc c'est Samouraï Champloo. C'est un shonen samouraï. Tu connais ? Oui. Et donc si animé. Vous voulez, on vous laisse. pas de problème. Tu connais aussi ? Non. Non. Donc là, c'est un animé avec l'histoire de deux ronins que tout oppose. Il y en a un qui est très impétueux et l'autre qui respecte pour le coup les codes du Bushido. Et leur compagne de route, c'est une serveuse à la recherche du samouraï qui sent le tournesol. Voilà. Qui sent le tournesol ? Qui sent le tournesol. Il y a toujours des sujets, surtout, comme toi, Mathieu. Surtout dans les animés et dans les mangas. Et tout ça sur un fond de hip-hop très sympa. Donc, moi, je sens le pissenlit, moi. Pourquoi tu dis ça ? 26 épisodes de 24 minutes.
Voilà, j'ai fini. En tout cas, ce qui est bien avec vous, que ce soit avec Eleanor ou Lolo, bah déjà, bah on sait où on va. Voilà, on fait toujours des découvertes, soit BD, jeux vidéo, et en plus ils sont bons, c'est des bons élèves. Parce qu'à chaque fois c'est raccord, tu vois. Non, mais c'est raccord, c'est vrai avec le sujet principal. Moi, j'ai jamais raccord avec le. Ah Si, t'as déjà fait. Ouais. J'ai déjà fait. Eh oui. Moi, t'es mignonne. Non, mais vrai que c'est bien. Mais pour le coup, jeux vidéo, c'est assez simple parce qu'il y a souvent moyen de trouver, et la BD aussi en vrai. Oui, hein. Donc, Tu peux toujours l'interpréter aussi. Et dans les podcasts aussi. mais c'est vrai que les films, Ouais. hein, pas trop. Ouais, je rigole, Mathieu. Alors, j'y Non, vais. t'écoutes, ouais. Il y a un podcast de France Culture sur les samouraïs, en 4 épisodes, enfin sur les guerriers en général. Et l'épisode 2 est consacré aux samouraïs et ça s'appelle Des braves, les figures du guerrier. Donc en 4 épisodes, l'épisode 2, ça parle des samouraïs, la voix du guerrier. L'épisode 1, c'est à l'origine de la guerre. L'épisode 3, c'est il était une fois les chevaleresses, donc ça parle des femmes guerrières, combattantes, voilà. Et c'est disponible. Et l'épisode 4, c'est les soldats coloniaux, la violence en images. Et c'est disponible sur France Culture. Et voilà, si vous voulez en apprendre plus sur les samouraïs, voilà, c'est une découverte Tu l'as que j'ai faite. écouté ? Non, pas du tout, mais je vais le faire. Ah voilà, parce que je me disais, tu t'es tapé ces podcasts-là sur les samouraïs. Mais Et le j'ai- film, non, mais c'était le 2 que je voulais voir, je voulais écouter, mais j'ai terminé tellement tard cette nuit que je l'ai pas écouté. Mais c'est pas forcément des coups de cœur, j'en ai, mais là j'ai pas le temps, hein, voilà, de tout préparer. Oh la vache, non mais c'est vrai que- moi, alors Chers je fais des auditeurs, découvertes, nous- je fais des découvertes. nous sommes 4. Alors, Jules est à côté de moi, mais je crois qu'on est 3 à faire tomber de notre chaise parce que Monsieur n'a pas le temps. Bon, ok. On vous rappelle ma condition. Non, pas la peine. Non, Ah. ni ton investissement dans l'émission. Alors, j'enchaîne. Oui, tu peux. Ouais, je peux. Ok. Moi, mon coup de cœur, c'est un film. Hein, ça va vous surprendre peut-être. C'est un film que j'ai loupé, qui est sorti l'an dernier. Je crois Ouais, bravo. qui est sorti en VOD. Il est pas sorti en salle. Et on parlait des films qui passent ces derniers temps à la trappe des sorties salles. C'est Sound of Metal. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film-là. C'est avec Riz Ahmed, qui est un comédien génial. Hein. C'est qu'on avait découvert, c'est dans la série The Night Of. On avait parlé. Tu vois. qu'il est fort, lui. Super comédien. Ouais. Et ce film-là, en fait, c'est lui, il joue dans un groupe de métal. Alors, comme tu dis, tu auras très peu de séquences de métal. Et il joue avec sa compagne. Ils sont dans leur camping-car. Ils font une tournée. C'est plus du métal un peu noise, comme ça, tu vois, un peu expérimental. Et lui, ben, un jour, il joue, il est batteur. Et puis, tout d'un coup, paf, il perd l'audition. Il n'entend plus rien. Et ça va aller de mal en pire. Puis d'abord, il dit rien à sa compagne. Il va aller voir un ERL. Et puis, il lui explique, ben là, monsieur, là, si vous continuez à vous exposer à du son, tu vois, des sons très très violents, tu vois, bah, ça va être de pire en pire parce que là déjà vous n'avez, je sais plus, il y avait 20% encore d'audition à chaque oreille. Enfin, vous êtes de doigt de la surdité. Et, de toute façon, vous allez irrémédiablement y arriver. On fait donc du coup son métier c'est quand même être batteur, c'est dans un groupe de métal. Il va en faire part à sa compagne. D'abord, il attend, tu vois, parce qu'il ose pas lui en parler. D'abord, il va lui dire, il va bien, à un moment donné, elle va bien se rendre compte, parce que lui, il joue par automatisme, tu vois, en fait, c'est sa partition à la batterie. Et elle lui dit, mais on peut pas continuer comme ça. Donc, il part l'intermédiaire d'une connaissance qui va l'orienter dans un centre où il y a des gens atteints de surdité ou des malentendants. Donc, il va là-bas, il va voir le gars qui gère ça. Et puis lui, c'est pas qu'il est dans le déni, mais il dit moi je vais m'en sortir. Je suis pas comme eux, tu vois. Déjà il y a ce rapport à la normalité, c'est-à-dire moi je suis pas comme eux et je vais m'en sortir, tu vois. Donc il entend qu'il y a une possibilité avec une pause, tu vois, d'un appareil, tu vois, mais pas comme on l'entend. C'est vraiment un truc où tu fais une opération dans le cerveau, tu as une trépanation, tu y intègres quelque chose. Tout ça c'est dirigé par ordinateur et on lui explique ça. Apparemment c'est quelque chose qui existe vraiment. Et donc lui, quand on lui vend ça, pour lui c'est salvateur. Mais il faut qu'il économise parce qu'on est aux États-Unis. Je sais plus, je crois que c'est un truc genre que ça lui coûte $40,000, une fortune. Donc, ce qu'il décide avec sa compagne, c'est que sa compagne retourne, tu vois, auprès de sa famille. Lui, il va dans ce centre et parce qu'il est un peu esselé, il a besoin de gens avec lui. Et en fait, on va se rendre compte très rapidement. Donc, dans ce centre, il va lier des amitiés. Il va commencer. Ce qu'on attend de lui, c'est que s'accepter. Parce qu'il dit, oui, la surdité, c'est pas c'est pas un handicap. Il ne répète pas de lui rappeler, ce n'est pas un handicap. Nous ne sommes pas handicapés. Donc, il va apprendre le langage des signes, et puis il va s'investir, il va faire plein de choses, et jusqu'à son opération.
Tu vois, parce qu'il va quand même, et son but, il va même vendre son matériel, son camping-car pour avoir cette opération. J'en reste là pour je veux pas tout vous raconter. Le film, mais il est touchant, mais sans jamais sombrer, c'est dans le pathos, dans le misérabilisme. Il y a jamais de ça. C'est vraiment l'écueil dans lequel ce type de film peut tomber, tu vois. Il y a jamais de ça. Lui, en fait, il a les réactions j'ai toujours le sentiment que tout un chacun pourra avoir. D'abord, non. Enfin, tu t'opposes, t'es dans le déni, tu refuses tout ça. Il y aura l'acceptation, mais malgré tout, t'espères toujours, il y a toujours un espoir. La résilience, tout ça. Ouais, tout ça, mais après, tout ça veut se développer sur la suite parce que je suis à peu près resté à la moitié, en fait, on va dire, tu vois, du film. C'est un film qui est vraiment mais brillant, qui est touchant, qui est jamais larmoyant, qui est souvent drôle aussi. Et parce qu'il y a des moments drôles, parce que les gens sont drôles aussi, tu vois. C'est pas parce qu'ils sont atteints de surdité qu'ils sont pas drôles. Et franchement, c'est un très très beau film. Donc il y a Chris Ahmed qui est un super comédien, il y a Olivia Cooke, il y a Mathieu Amalric qui joue en fait le beau-père de Olivia Cooke. Vraiment un super film. Donc allez-y les yeux fermés, mais les oreilles ouvertes. Le titre. Sound of Metal. Sound of Metal. Vraiment un très beau film, ouais, qui était sorti malheureusement pas d'exploitation en salle, c'est bien dommage. Ça c'est mon vrai coup de cœur. Et très rapidement, je vais juste faire un mini coup de cœur on avait déjà parlé avec Eleanor sur les super docs qui sont sortis sur Arte Cinéma, qui sont consacrés à des femmes, des personnalités du cinéma, dont il y a Alice Guy, donc qui était la première grande réalisatrice. Enfin, je veux dire la première grande, mais l'unique, la plus talentueuse, mais aussi l'unique au début du cinéma, avec le cinéma muet. Elle a travaillé avec la Gaumont. Enfin, on se rend pas compte de l'influence qu'a eu cette dame-là. Il y a un documentaire aussi sur Alma Hitchcock, donc qui était l'épouse de Alfred Hitchcock, qui est dans l'ombre d'Alfred Hitchcock, qui était sa co-scénariste. Il y a un moment qui est exceptionnel, c'est une séquence que j'avais déjà vue. Alors je vais essayer de la paraphraser, de citer, c'est Hitchcock, il reçoit un Oscar d'honneur, parce que pour vous dire à quel point les Oscars c'est comme une foutaise, hein. Hitchcock n'a jamais eu d'Oscar, Orson Welles jamais d'Oscar, Kubrick jamais d'Oscar. Ouais. Voilà, pour tout vous dire à quel point les Oscars c'est de la merde. Jean Dujardin on a eu. Jean Dujardin on a eu. Ouais. Et du coup en fait, quand il a cet Oscar d'honneur, donc c'est vraiment un vieux monsieur qui est malade, et il fait un discours, il dit j'ai juste dans toute ma carrière, j'ai que 4 personnes à remercier. Ces personnes-là, donc c'est mon co-scénariste, mon co-monteur, c'est la mère de mes enfants, et c'est la personne qui faisait les meilleurs repas, tu vois, qui était une cuisine hors pair. Il dit tout ça, c'est ma femme Alma, qui effectivement était sa co-scénariste, sa co-monteuse, tu vois. Elle a tout fait avec lui. Et cette femme-là, qui était toujours dans l'ombre, au dernier moment, cette dernière phrase, c'est pour elle. Il y a tout le gratin. Hein. Il y a Cary Grant, il y a Ingrid Bergman, il y a tout le monde. Et dit voilà, je n'ai que ces 4 personnes à remercier, et c'est elle. C'est un très beau moment. T'as aussi un doc sur Olivia de Havilland. Enfin, t'as sur Danielle Darieux. T'as des super docs sur des femmes, des personnalités du cinéma américain et mondial, hein, parce qu'il y a aussi Danielle Darieux. C'est fantastique. Allez-y. Chouette. Trop cool. Sur Arte. Sur Arte, donc sur la plateforme gratuite. Ou sur la plateforme gratuite, ou même sur YouTube, t'as la chaîne Arte Cinéma, ah oui, d'accord, qui propose des films et des docs. Il y a un doc aussi sur Ford, et un doc sur Carpenter, enfin il y a un sur Friedkin, il y a des super docs. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, parce que les autres je les avais déjà vus, c'est ces docs en fait sur les femmes qui étaient des personnalités. Formidable. Et Sound of Metal, il est disponible sur Prime apparemment. Ah, il est disponible sur Prime. C'est ce que je crois, ouais. Il est de 2020, non, le film 2019-2020. Ouais, c'est ça. Moi je l'ai payé. Il est sur Prime. D'accord. Apparemment. Ouais. Oui, c'est ça. Merci à vous. Merci Eleonore de ta participation. Mike. Merci Mathieu. Merci Loris. Et merci Julien. Merci à vous les auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode consacré à Django Unchained. Et puis vous pouvez nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, etc. Sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et on vous invite à noter sur Spotify le podcast, cet épisode, et sur Apple Podcast aussi, et de le commenter, de le partager au plus grand nombre. Merci à vous et belle semaine. Ciao. Bisous.